Non, mais c'est un truc de fou. Quand je vous dis c'est un rêve, c'est un rêve. Je les regarde tous comme des martiens. Parce que moi, j'ai tous ces gars-là en photo. Dans ma chambre, chez mes parents, en face de moi, en face de ma tête de lit, j'avais l'équipe d'Allemagne en photo. Et je joue contre eux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast des légendes. Giromont, 1300 habitants, un village de Meurthe-et-Moselle dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Et pourtant, 3 joueurs nés ou formés dans ce minuscule bout de Lorraine ont terminé meilleur buteur du championnat de France de football et 6 joueurs ont terminé international. Notre invité du jour, c'est l'un d'eux et pour lui le football ce n'est pas une rencontre, c'est une naissance. Son père, Serge, a joué à Metz, ses oncles à Nancy, Angers, Bastia, Lens ou Reims. Dans les réunions de famille, il n'y avait qu'un seul sujet de conversation, le football. Il débute en Division 1 à 16 ans et 11 mois, premier match, premier but, la couleur est annoncée. S'ensuit une carrière qui va l'emmener des bords de la Moselle jusqu'au Vélodrome, en passant par Marcel Picot et le parc Lescure. À Nancy, il côtoie Platini. À Bordeaux, il devient champion de France sous les ordres d'Aimé Jacquet. À Marseille, il s'impose comme titulaire indiscutable. Et c'est de retour à Metz, là où tout a commencé, qu'il connaît sa consécration. Meilleur buteur de D1 en 87, vainqueur de la Coupe de France en 88. 466 matchs en première division, 130 buts, 5 sélections en équipe de France et un printemps 1982 qui aurait pu tout changer si un genou ne l'avait pas trahi à quelques semaines du mondial espagnol. On l'appelle Titi ou Mini Cassette parce qu'il adore parler pour notre plus grand plaisir. Il est lorrain dans l'âme, grenat dans le sang et aujourd'hui il est là avec nous. Notre invité aujourd'hui c'est Bernard Zénier. Bernard, bienvenue au podcast des légendes pour évoquer les plus belles anecdotes de ta carrière. Michel et moi-même, honnêtement, sommes ravis d'avoir l'opportunité de discuter avec toi. On a discuté avec Carlo Molinari il n'y a pas très très longtemps et je suis certain que ça peut être aussi un des sujets de discussion. Ça peut, oui, bien sûr. Bienvenue sur le podcast Bernard. Merci à vous. Alors, raconte-nous un petit peu comment a commencé pour toi la passion du foot. La passion du foot, en fait, tu l'as dit dans ton introduction, moi, depuis que je suis tout petit, mais alors vraiment très petit, j'ai entendu parler de foot, en fait. Donc mon père a été footballeur au FC Metz, son frère a été pro à Nancy, au Havre, à Angers, un frère de ma mère a été pro à Lens, et puis après en deuxième division à Boulogne et à Boulogne-sur-Mer et à Besançon, et un oncle par alliance qui était marié avec une sœur de ma maman, a été international français, a joué au Stade de Reims, Bruno Rosic, et qui a joué avec Copa, Piantoni, qui a fait les Coupes d'Europe contre le Real de Madrid. Et Jean-Pierre Turcy, c'est ton Et Jean-Pierre Turcy, c'est le frère de ma maman. Ouais. D'accord. Voilà. Quand il y avait des réunions de famille, eh bien, on était chez ma grand-mère, donc à Giromont. Donc cette petite ville, c'était en fait une cité minière. On était chez elle, et moi j'étais petit, mais il y avait tout le monde qui était là et qui ne parlait que de foot. Moi j'étais petit, ils étaient professionnels à ce moment-là tous. Donc ça parlait toujours des matchs qu'ils avaient fait, des fois ils se rencontraient, enfin bon, et c'était tout le temps du foot. Et moi dans ma tête de gamin, c'était normal. Déjà je rêvais d'être footballeur par rapport à ça, mais c'était normal que pas footballeur. Alors que c'est pas du tout le cas, hein. Je veux dire, je dis pas que c'est un miracle quand on est môme et qu'on arrive à être professionnel, mais presque, compte tenu du nombre de jeunes et de gamins qui veulent être footballeurs et de ceux qui arrivent à passer et qui, à travers les gouttes et qui y arrivent. Mais moi, je rêvais de ça. Voilà, tout petit, parce que j'entendais parler que de foot. Et donc, c'était une tradition familiale, pratiquement. Oui, c'était une tradition familiale par rapport à ça. Mais moi, je vais vous dire un truc. Mon grand-père, paternel, qui était venu d'Italie, parce qu'il y a eu une vague d'immigration mes grands-parents, mes 2 familles sont venus d'Italie pour travailler dans les mines, ce qui était un truc de dingue, parce que c'était le bagne. Enfin bon, c'était... Ouais. Ah, c'était horrible. Et eux étaient contents d'être ici et de pouvoir donner à manger à leur famille. Mais mes grands-pères ne s'intéressaient pas au foot. C'est la génération d'après, donc mon père en fait. Voilà. Et Zénier, c'est un nom italien qui a été francisé. Alors c'est de l'Italie du Nord. Ouais. Mais mes grands-parents sont originaires de Treviso. Treviso, c'est au-dessus de Venise. Donc, dans ces régions-là, dans le nord de l'Italie, c'est près de l'Autriche, il y a plein de noms qui n'ont pas la consonance italienne. Vous avez qu'à regarder les skieurs italiens qui font les JO, il y a plein de noms, c'est pas des noms à consonance italienne. Il y a Nick Sinner, le tennisman, par exemple, aussi. Ouais. Voilà. Et Bernard, dans la famille alors d'origine italienne, on est plutôt supporter de l'équipe de France ou de l'équipe d'Italie quand t'es petit? Moi, j'ai toujours été supporter de l'équipe de France. Et tes parents, ton père, tes oncles? Mon père aussi. Mon oncle Rodzik, qui était polonais, lui, d'origine, hein, mais qui a joué en équipe de France.
il a joué en équipe de France. Le frère de mon père a joué en équipe de France B. Le frère de ma maman, Turcy, a joué en équipe de France junior. Mais je vais vous dire un truc. Ces générations-là, notamment les grands-parents, ils sont venus ici, en France, donc parce qu'ils quittaient l'Italie parce qu'il n'y avait pas de travail. Et quand ils sont arrivés ici, quelques temps après, dans les deux familles, ça s'est passé à peu près de la même façon. Ils ont dit, on est en France, la France nous donne à manger, on sera tous français. Et ils ont naturalisé tout le monde. Il y a souvent une tendance à être plus français que les Français. Donc les familles, ils sont quasiment tous nés en France, mais ils étaient italiens au départ, parce que de parents italiens. Et à un moment donné, ils ont naturalisé tout le monde, parce que les grands-parents voulaient que ce soit comme ça. Qui plus est, moi je parle un petit peu italien, parce que j'ai appris en allant en vacances, dans la famille, des choses comme ça, mais mes parents parlaient très très mal l'italien, parce qu'ils avaient interdiction de parler italien. Les parents disaient, vous êtes en France, vous parlez en français. Donc eux leur parlaient forcément en italien et ils comprenaient, mais il fallait pas qu'ils parlent, il fallait parler français. Voilà. Donc ça, c'était pour l'intégration. Et moi, j'ai toujours été support. Alors, quand l'Italie joue contre l'Allemagne ou je sais pas qui, forcément, je regarde le match, je suis pour l'Italie. Mais si c'est France-Italie, je suis pour la France. Et comment tu commences à jouer au foot alors, Bernard? Tout petit, vers, je sais pas, je vais pas vous dire 4 ans, mais vers 5-6 ans, dans la rue avec mes copains, je joue au foot, j'ai commencé à jouer au ballon comme ça. Mais au départ, j'étais dans un quartier où il y avait des équipes de quartier, en fait, quand j'étais môme. Et on faisait des petits championnats dans la ville où alors, pour finir. Donc, mon papa était de Giromont. Il a été pro à Metz. Il s'est blessé à 28 ans. Il s'est fait les croisés à 28 ans. Donc, en 61, il a arrêté sa carrière de footballeur pro. Il a fallu qu'il retravaille. Et il a été embauché à la ville de Florange. Florange, c'était le fief de la Solac. Si vous vous souvenez de Solac. Le site sidérurgie, ouais. Le sidérurgie. Mon papa a été embauché à la ville de Florange parce qu'il avait un CAP de mineur. Donc, moi, quand j'étais gamin à 4 ans, je suis parti de Metz. Mon père a arrêté le foot et j'ai habité Florange. Et là, quelques années après, ils ont fait un stade et ils ont demandé à mon père, qui était l'entraîneur du club, s'il ne voulait pas être gardien du stade. Donc moi, à 8 ans, je me suis retrouvé à habiter au stade de Florange. Comme logement de fonction. Logement de fonction. Mon père s'occupait du stade. Et le stade de Florange, il est sous les bureaux de la Solac. Il y a les grands bureaux, c'est un grand immeuble immense. Et c'était les bureaux de Solac. Le stade était juste en dessous. Et moi, à 8 ans, j'ai habité au stade et je sortais de l'école. Je prenais mon ballon, je jouais au foot. Et tous mes potes qui venaient, mes copains de classe, de mon âge, d'école. Ils venaient chez toi, pratiquement. Ils venaient chez moi, ouais. Et on faisait nos devoirs à toute vitesse, parce qu'on avait un petit peu de devoirs. On apprenait nos leçons vite fait et on filait. Il y avait terrain de foot, 2 terrains de foot, un terrain de hand, un terrain de basket, une salle, un gymnase. Et donc, j'étais là tout le temps. Moi. Pour un gamin de 8 ans, c'est le rêve. C'est le rêve absolu, là. Ah ben, c'est c'est extraordinaire ce qui m'est arrivé. Je sortais de l'école, alors je jouais au foot, même sur le terrain de hand, mais on jouait au foot tout le temps. Je jouais presque alors je dis pas que je jouais plus au foot que le temps passé en classe, parce que c'est pas possible. Mais moi, tous les jours, je sais pas, j'étais 2-3 heures après l'école à jouer au foot. Oh, c'est le rêve. Bon, pour Guillaume, ce serait un peu comme habiter dans une boulangerie. C'est vraiment... C'est vraiment une bibliothèque. Mais moi, c'était en plus, je vous dis, tout était dans ma tête de gamin normal. Moi, quand on me demandait ce que je voulais faire à l'école, ils m'ont demandé, je travaillais bien en classe. Un jour, j'ai une visite médicale. J'y vais avec ma maman parce que j'ai 8 ans, ou 9 ans, je vais avec ma mère, elle m'amène chez le médecin. Bon, c'était pour l'école. Moi, le Z, je passe le dernier. Le Z à l'ordre alphabétique. Ouais, je vois bien ma bonne amie. Je connais un peu, ouais. Bon, voilà. Je connais un peu, ouais. Voilà. Donc, moi, je passe le dernier et quand je rentre dans le bureau du médecin, il me regarde dans le cabinet et il me dit pas bonjour, il me dit, t'es le premier de la classe? Ben oui. J'ai demandé à tout le monde, c'est personne, il n'y a plus que toi. Alors, il me dit, tu travailles bien alors? Je dis, ouais, ça va, ouais. T'aimes bien l'école? Ouais, j'aime bien. Ouais, bien sûr, ouais. Et qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Footballeur. Et là, il me regarde et il me dit, ah, mon petit, ça, c'est pas un métier, il faut t'enlever ça de la tête. Et puis c'est tout. Ah là là. Mais on l'entend tellement souvent, cette remarque, qu'il y a tellement de tes contemporains qui l'ont eu, ça. Donc il me dit ça, il m'ausculte et moi je ressors. Et je me souviens, vous vous rendez compte, ça va faire 60 ans. J'ai 68 ans, ça va faire 60 ans. Quand je sors avec ma maman, je lui dis, mais maman, pourquoi il m'a dit ça le docteur? Moi je veux être footballeur. Ma mère a rigolé et puis c'est tout, voilà. Et je m'en rappelle encore aujourd'hui. Ça t'a marqué, peut-être sur un truc où tu te posais jamais de questions. Quelqu'un t'a mis le doute d'un seul coup pour la première fois. Mais moi c'était normal.
tout le monde me demandait, je disais, je vais être footballeur, moi. Ouais, bien sûr, footballeur. C'était. Alors. Et toi, l'avantage que tu as par rapport à certains de tes contemporains, c'est que eux, ils n'avaient pas de modèle de carrière réussi comme toi, tu avais dans ta famille. Moi, j'avais donc toute ma famille, mais après, moi, j'avais des idoles, moi. Quand j'étais avec mes potes, on jouait. Mais quand j'étais seul, des fois, je passais des heures tout seul avec un ballon à frapper, à tirer au but, à marquer des buts. Il n'y avait pas de gardien, il n'y avait rien. Je me rappelle, j'étais en équipe de France avec Carnus, Bosquier, Herbin, Loubet, qui jouait attaquant, Révelli, des gens comme ça. Parce que c'était les gens qui jouaient en équipe de France, et moi, je jouais avec eux, sur seul. et quand je me rappelle ça, je me marre, je me dis, mais j'étais cinglé. Ah, t'étais passionné, ouais. T'étais insouciant. Il y a la passion, l'insouciance, et un peu de cinglé. Mais ce que vous me dites là, et c'est le mot, c'est la passion. Je ne sais pas comment sont les garçons aujourd'hui. J'espère pour eux qu'ils sont passionnés. Je sais que ceux de ma génération, et à Metz, j'en vois encore beaucoup parce qu'on est beaucoup d'anciens Messins à être restés dans le coin. On se voit régulièrement parce qu'on a un repas mensuel. Tous les anciens de Metz, il y a des gens qui ont 90 ans qui ont joué avec mon père qui viennent. Donc il y a des gens de 35, de 40, de 50. Il y a un monsieur de 90 ans qui est là. Jean-Marie Vagneur, qui a joué au FC Metz dans les années 60. Il a 90 ans. Il vient manger encore avec. Tu étais peut-être en classe avec Michel, ouais. Il y a monsieur Molinari qui vient. 93. 93 ans, ouais, c'est une passion. On est passionné par ça. Et on pense, alors, on a gagné notre vie avec, je le dis tout le temps, on a très bien gagné notre vie aussi. On n'avait pas les salaires qui sont pratiqués aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. On a très bien gagné notre vie dans le football. Mais c'était pas ça le moteur. Le moteur, c'était la passion. Moi, quand on m'a dit que j'allais faire mon premier match en pro, j'ai pas dormi de la semaine. C'était peut-être même pas bien. Il aurait pas dû me le dire. Parce que je dormais pas. Monsieur Huard, qui était entraîneur à cette époque-là, quand il m'a appelé en début de semaine, il m'a dit, Bernard, lundi, tu vas venir t'entraîner avec nous toute la semaine, tu vas jouer vendredi. On jouait le vendredi à ce moment-là. On a joué Lyon. J'ai joué contre Raymond Domenech, avec qui j'ai joué après à Bordeaux. Donc mon premier match en pro, c'est contre Raymond. Bon, on a gagné et j'ai marqué, on a gagné 3-1, j'ai mis le 3e. Et j'avais pas 17 ans. Donc c'était une passion et un rêve. Tu as évoqué le fait que tu jouais souvent après les cours avec les copains, mais quand est-ce que tu as démarré en club? Alors, à l'époque, les catégories, c'était minime, cadet, junior. Vous avez pas connu ça, vous êtes trop jeune. Si, non, il y avait poussin, pupille, minime, cadet, junior. Poussin, minime. Poussin, pupille, minime, cadet, junior. Moi, j'ai pas connu, je suis un peu plus jeune que Michel, mais oui. Alors moi, surtout, t'as jamais joué en club, Guillaume. Si, j'étais titulaire, au contraire de toi, qui faisais tout aux banquettes. Titulaire dans la cuisine, ouais. Ouais. Moi, si vous voulez, il n'y avait pas de poussin. Il y avait que des pupilles. Ça démarrait à pupilles. Et moi, quand j'étais poussin, je jouais avec les pupilles. Alors que j'avais pas le droit. Ouais. Alors que j'avais pas le droit. Non, j'avais pas le droit. Il n'y avait pas de surclassement, il n'y avait rien. Ouais, moi, dans mon club, c'était l'inverse. Comme on était tous pas très très grande taille, les pupilles jouaient avec les poussins en trafiquant un petit peu les licences. Moi, il trafiquait rien, mais il me faisait jouer. Il demandait à l'équipe adverse. Il disait, on a un poussin, on voudrait le faire jouer. Les autres, en face, ils rigolaient parce qu'ils disaient, ils font jouer des petits, c'est bien. Donc moi, en poussin, je jouais avec les pupilles. J'ai démarré à 8-9 ans. D'accord. Et c'était quoi le club, Bernard? À Florange. C'était l'ES Florange. L'ES Florange, ok. Et voilà. Alors, le stade de Florange, maintenant, c'est celui qui porte le nom de ton papa, si je me trompe pas? C'est celui qui porte le nom de mon père, maintenant, voilà, depuis une dizaine d'années. Ouais. Et quel effet ça t'a fait, ça, que le stade soit rebaptisé au nom de ton papa? L'initiative de ce truc-là, c'est le maire de l'époque, Michel Decker, et c'est un ancien footballeur de Florange. En fait, moi, quand j'étais môme et que j'étais cadet, j'étais double surclassé et j'ai joué en première à Florange, avant d'aller au FC Metz. J'étais cadet, j'avais 16 ans, donc je jouais en première. Et on jouait en DH à l'époque-là, à Florange, qui était la 4e division nationale. Et moi, j'ai joué à 16 ans avec ces gens-là. Et ce Michel Decker, qui est devenu maire quelques années après, jouait avec moi. Il a été prof au collège de Florange. Est-ce qu'il était prof de maths avec un nom pareil? Non, il était prof de techno, je crois. Pas prof de maths, c'était pas loin. Ouais, ça marchait très très bien. Même. Et donc, il était libéraux de l'équipe, c'était le capitaine. Et il est devenu maire, je sais pas combien d'années après, 20 ans après. Et c'est lui qui un jour m'appelle et me dit, Bernard, écoute, est-ce que tu es d'accord? On voudrait donner le nom de ton papa au stade. Je dis, écoute, moi, j'ai pas de problème. Je vais demander à ma maman. Ma mère était très contente parce que ma mère, elle a fait toute sa carrière aussi avec mon père au stade. Hein. Ils étaient gardiens du stade tous les deux. Donc, je crois que c'était en 2012, ils ont baptisé le stade au Serge Génier. Voilà. Alors, ça devait être assez émouvant. Je me souviens quand on a posé la même question à Jean-Michel Larquet, c'était un grand moment pour lui. Hein. Moi, c'était, oui. Après, mais je leur ai même dit à un moment donné, pendant l'inauguration, j'ai dit, écoutez, je sais pas s'il aurait accepté parce que mon père, c'était quelqu'un de très timide et qui aimait pas trop les honneurs et les choses comme ça. Mais après, mon papa, il était décédé. Mon père est mort en 2009. Donc, écoutez, je pense que là où il doit être content quand même. Voilà. Ça doit lui faire plaisir.
Et justement, pour revenir avec cette tradition familiale, est-ce que ton père, il t'encourage à faire du foot ou au contraire, il te Non, laisse mon père vivre? est très dur. Il est très très dur, mon père. En fait, mon père, de toute ma vie, je vais vous dire, de 9 ans à 34 ans, quand j'ai arrêté le foot pro, il m'a jamais dit que j'avais fait un bon match. Oui, d'accord, super. Est-ce qu'il te faisait ton analyse après chaque match? C'était ce Alors, genre-là? justement, bon, quand j'allais chez mes parents, j'y allais pour manger et tout. J'allais souvent, ils habitaient à côté de Giromont et de Metz, c'est à 30 minutes. Donc j'y allais régulièrement. En fait, il trouvait toujours un truc qui allait pas. Mais il avait raison. Je veux dire, parce que t'as raté la passe là, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as voulu dribbler là, t'aurais Sur dû la donner. 90 minutes, oui, il y a quand même des chances qu'il y ait des choses qui soient pas super fortes. Même si tu as fait un bon match, il y a toujours des choses qui vont pas. Et il se rappelait de tout. Moi aussi, je me rappelais de tout. Mais moi je rigolais. Alors, il y a des fois, il me disait, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as voulu faire un petit pont? Tu passes pour un âne. Quand tu rates, tu passes pour un âne. Alors, je lui disais, mais papa, ouais, mais j'ai fait... T'as raté ça. C'est quoi la passe que t'as fait là? Pourquoi te l'as pas donné? Pourquoi te l'as pas donné avant? Enfin bon. Et il trouvait toujours plein de trucs. Bon, moi après je rigolais, je disais rien, je rigolais. Mais un jour je lui dis, papa, j'ai marqué 3 buts. Ouais, mais t'as raté ça et ça et ça et ça. Et puis c'est tout. Bon. Et il y a des jours, j'arrivais et il me disait rien. Et là, je me disais, waouh, j'ai été bon. J'ai été très très bon parce qu'il me dit rien. Est-ce que c'était un moteur pour toi ou est-ce que t'en avais marre? Est-ce qu'au bout d'un moment, Non, pas je sais pas du tout. Non, j'en jamais. avais pas. T'étais toujours Non. respectueux. Tu avais compris la matrice de communication. Donc, quand il disait rien, ça voulait dire très bien. Quand tu avais 2 critiques, c'était bien. Tu savais inverser les notes en fonction des je critiques. savais. Mais après, si vous voulez, ma maman, elle me disait, par exemple, quand on gagne la Coupe de France avec Metz en 88 contre Sochaux, mon père était au match à Paris, au parc. Ma maman gardait mes enfants. Donc, elle a regardé le match à la télé avec mes enfants. Chez elle, mon père était au match. Mon père, il avait un programme du match. Ma mère, elle l'a gardé. Je l'ai retrouvé il y a pas longtemps. Le truc, il est tourné comme ça parce que pendant 2 heures, il a tourné le programme dans ses mains tellement il stressait. Il vivait. Il avait intériorisé le stress, quoi. Voilà, et le stress. Donc, mais par contre, il disait rien. À moi, il me disait jamais. Il disait pas ça. Et ma mère, elle me disait, l'autre jour, papa, il était content. Il m'a dit que, alors des fois, elle disait, comment il a joué Bernard? Parce qu'elle n'allait pas au match, ma mère. Elle disait, quand il rentrait, elle disait, comment il a joué Bernard? Bof. Elle prenait le journal le lendemain, j'avais marqué. Alors, il a marqué. Regarde, le journaliste, il dit qu'il a bien joué. Ah, il connaît rien. Waouh. Non, mais il disait ça. Puis il partait. Mais il disait ça, c'était même pas méchant. Il voulait pas lui dire que même à elle, il voulait même pas lui dire à elle. Non. Mais pour vous dire à tous les deux, je pense que c'est bien parce que ça, enfin, perso, moi je le vois comme ça. Ouais. Peut-être que vous avez une autre analyse. Moi, ça m'a évité de prendre la grosse tête. Mais vous voulez que je vous fasse rire? Je vais vous faire rire. Je suis cadet première année et je veux jouer avec les juniors parce que les cadets on gagne tous les matchs très facilement. L'entraîneur des cadets veut que je joue en cadet pour gagner son match. Mm-hmm. Moi, je joue un dimanche matin avec les cadets. Je joue contre la ville de Michel Platini. Et moi, je fais la gueule parce que je ne joue pas en junior. Tout le match, je fais rien de mal, mais je fais rien. Je recevais le ballon, je la donnais, je la perdais pas. Je faisais rien de spécial, mais je faisais rien. Mais tu exprimais ton mécontentement en tout cas. Je donnais le ballon tranquillement à 2 mètres, mais je faisais rien de particulier. Et mon père, c'était au stade à Florange, les gamins ont joué sur le terrain annexe. Et mon père était au bord du terrain. Un dimanche matin, il faisait froid, il y avait personne, il y avait 4-5 parents là. Et mon père qui regarde le match. Et à 5 minutes de la fin, on est mené 2-0. Et moi, je dis merde, on va pas perdre. Alors je marque 3 buts en 5 minutes. D'accord. Un peu une attitude, si je peux me permettre, Bernard, une attitude de petit con à ce moment-là. Alors, je ne te le fais pas dire. Donc, c'est pour ça que je vous raconte ça. Mon père regarde le match. On gagne 3-2, le match se termine. Et on est obligé, quand on sort du terrain annexe, de refaire le tour du terrain d'honneur pour aller dans les vestiaires, dans les tribunes. Je fais 10 mètres et je sais pas pourquoi, je sens quelque chose. Je me retourne et mon père allait me mettre un coup de pied dans le cul, messieurs, devant tout le monde. Il arrivait là, il était en train de me filer un coup de pied. Je me barre en courant. Il me dit, tu peux courir, je te chope dans 5 minutes. Je vais au vestiaire, je me douche et je traîne.
j'étais à 3 mètres de ma maison. Donc, au bout d'un moment, il faut bien que je rentre. Tu pries que tu vas tomber sur ta mère plutôt que sur ton père. Je rentre à la maison. Il était là. Je rentre à la maison, je regarde et il me dit, mais tu te prends pour qui, toi? Mais t'es qui, toi? Et il me dit, espèce de petit con. Ouais, t'es sûr. Mais il me dit, tu sais, alors je vais t'en dire une, il me fait, la prochaine fois, arbitre, pas arbitre, je rentre sur le terrain et je te sors un coup de pompe. T'as compris? Devant tout le monde. Tu me fais plus jamais ça. Donc voilà, ça c'était un truc, j'avais 14 ans et demi, 15 ans, je sais pas, 14 ans. Bon, donc il m'a plus jamais rien dit après. Ah, parce que t'as plus refait ce genre de choses, j'imagine, après. Plus du tout. Nous, on a eu aussi beaucoup de joueurs, hein, comme tu le sais dans le podcast des légendes, sur des personnes qui avaient un peu ta génération et qui avaient des pères, effectivement, qui pouvaient être de plusieurs types et certains qui ressemblaient un peu aux tiens. Les retours souvent des joueurs. Mais il était très gentil, hein. Non, c'est ça. Non, mais c'était taiseux, c'était très pudique. Taiseux et en fait, le mémoire, souvent, les autres joueurs disaient ça m'a aidé à me construire, etc. En revanche, j'ai un regret, c'est qu'on n'a pas eu une vraie conversation à un moment, qu'il n'y a pas eu une vraie conversation un peu positive. C'était des gens qui parlaient pas, ça. Ouais, c'est ça. C'était des taiseux qui étaient pudiques et qui ont jamais vraiment dit je t'aime à leur fils. Alors, très 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 pudique, très pudique. Il parlait pas. Mais donc moi je m'en rendais compte après. Je me rendais compte qu'il était content. Je me rendais bien compte. Je le voyais dans ses yeux des fois. Mais il disait rien. C'est hyper implicite. Mais moi, je trouve que l'éducation qu'on a eue, alors je reviens sur les mecs de ma génération, hein. Je parle pas d'après 50 ans avant ou 50 ans après, je parle des mecs de ma génération, à peu près. On a tous été élevés comme ça, je trouve, moi. Et on est tous dans le même moule. On est très respectueux de tout et machin. Et bon, moi, je trouve que c'est bien. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte, hein. Et à quel moment tu penses qu'il a été le plus fier de toi, ton papa? Je sais pas. Quand j'ai fait mon premier match, j'avais pas 17 ans, je pense qu'il était très content. J'ai été sélectionné en équipe de France à 19 ans, je pense qu'il était super fier, mais il m'a jamais dit. Ouais, c'est ça. Mon premier match, j'avais pas 17. À 19 ans, j'ai été sélectionné en équipe de France, je joue avec Patrick Battiston et André Rey, on joue l'Allemagne championne du monde. C'est quand Olivier Rouillet marque 1-0. On est 5 Lorrains sur le terrain en deuxième mi-temps. Rouillet, Platini, Battiston, Rey et moi. Je veux dire, je pense qu'il a été fier là. Après, quand j'ai été meilleur buteur du championnat, je pense qu'il était super content. Bah, les trucs là et la coupe aussi, parce que la coupe c'était quelque chose aussi, la Coupe de France. Donc, mais sauf que jamais exprimé. Non, il m'a jamais dit ah c'est bien. Non, jamais. Mais je voyais, je te l'ai dit tout à l'heure, quand il disait rien, je me disais putain j'ai dû être bon. Hein. Ouais, c'est ça. Tu avais la matrice de compréhension de ton père quelque part. Donc, et avec ta mère, c'était différent? Non, ma maman, le foot, elle regardait pas trop. Quand elle voyait des trucs dans les journaux, des machins, elle regardait, mais sans plus, s'en foutait. Elle s'en foutait. Ouais, elle disait à mon père, alors comment il a joué? Oh, bah oui, mais je vous ai dit tout à l'heure. Ouais, mais il a marqué 2 buts. Le journaliste, il dit qu'il c'était le meilleur. Ah, c'était le meilleur. Ou qu'il a été bon. Ouais. Après, le journaliste, il comprend rien. Puis il partait. Mais ma mère, elle disait rien. Voilà, ma mère, le foot, pour c'était presque aussi comme moi, je pouvais être avec le rapport que j'avais avec le foot. Ma mère, elle avait d'autres frères qui n'ont pas été pros, mais qui ont joué au foot aussi. Ça joue au foot de partout là-dedans. Donc, c'était normal. Voilà, tout était normal. C'est ça. T'as des frères et sœurs? J'ai une sœur qui est décédée, qui était plus jeune que moi, qui avait 8 ans de moins que moi, qui est décédée en 2009. Ouais. Mais donc il n'y avait pas le même degré d'exigence, entre guillemets, en tout cas de ton papa Pas du tout, ça n'a rien à voir. Bon, après, il fallait pas qu'elle fasse de... Ouais. Moi, je me souviens, après, j'étais plus trop là, parce que quand je jouais au foot, je partais, mais il fallait pas qu'elle fasse des trucs de travers, hein. Quand même, c'était une fille, il fallait être bien toujours dans la ligne. Dans les clous. Hein. Dans les clous. Ouais. Voilà, après, je sais pas, lui, il avait été élevé comme ça, je sais pas. Juste une dernière question peut-être sur un peu la tradition familiale. Et toi, quand tu es devenu père, comment toi parce que comme tu dis, lui, il a été élevé comme ça, toi, tu as été élevé comme ça. Toi, en tant que père, comment tu as géré justement ce Moi, je suis un peu comme ça. Okay. Je suis un peu comme ça. J'ai du mal à dire allez, je vous aime ou je sais pas. Est-ce que tu l'as déjà dit à tes enfants, je t'aime? Ouais, c'est pas trop. Okay. Pas beaucoup. Même si si tu veux, dans mes attitudes, ils le voient, ils se rendent bien compte par rapport à comment je me comporte vis-à-vis d'eux. Mais j'ai du mal à le dire, ça. Ouais, je pense que le pudique, il vient un peu de lointain, quoi. Le côté pudique. Je pense qu'il vient de loin. Ouais.
Merci en tout cas d'avoir été aussi sincère et transparent dans tes réponses. On va revenir au terrain. Donc, toi, tu marques énormément de buts. Tu as toujours été attaquant? Ça a toujours été ta position naturelle? J'étais pas attaquant, j'étais milieu, moi. Moi, je suis un milieu offensif, moi. Un 9,5, un 10, un quart, ce que vous voulez. En fait, je jouais milieu, moi, quand j'étais gamin. Je me suis retrouvé à jouer ailier gauche à Metz quand je suis arrivé en pro, parce que j'étais le plus jeune de l'équipe. Parce qu'à l'époque-là, moi, quand j'arrive à Metz, d'ailleurs, avec Patrick Battiston, qui a mon âge, et on a fait tout ensemble depuis toutes les... Alors, lui, il était d'un bled à côté de Florange, de Talange. C'est à 15 km de Florange. Mais on a fait toutes les sélections et tous les trucs ensemble, puisqu'on a le même âge. Depuis qu'on est môme, on a commencé à jouer en pro ensemble aussi. Mais on a eu la chance, à 17 ans, quand ils nous ont mis dans l'équipe, d'avoir une bonne équipe. On a joué devant, il y avait Braun Curioni. Ils mettaient 20 buts tous les deux. Pas 20 buts à deux, 20 buts chacun. Nico Braun a marqué 100 buts en 5 saisons, 96 buts en 5 saisons. T'es un peu une machine. Si c'est aujourd'hui, les gens, il a 25 statues devant le stade. Et Curioni, pareil. Curioni, alors il y avait eux deux devant et moi je jouais. Donc ils m'ont mis ailier gauche. Pourquoi? Il y avait un milieu de terrain, Beta, Coustillé, qui étaient des mecs qui avaient 3 poumons, et Claude Osknecht, numéro 10, qui était un super numéro 10, technique et tout. Donc moi, j'étais milieu offensif. Dans toutes les équipes où j'ai joué, en équipe de partout, j'ai joué milieu offensif, et là, ils m'ont mis côté gauche. Ouais, parce que c'était un peu le seul poste qui restait quelque part. À peu près. Après, quand je vais à Nancy, je vais jouer à Platini. Ils me mettent sur le côté gauche. Mais je jouais pas ailier. J'étais pas ailier. Moi, j'avais pas la vitesse pour jouer ailier. Donc, je rentrais tout le temps dans le milieu. Je jouais au milieu. Je vais à Bordeaux, il y a Giresse. Vas-y, mets-toi sur le côté gauche. Il y a qu'après, quand je suis allé et à Marseille et revenu à Metz, que j'ai joué dans l'axe. Mais longtemps après mon début de carrière. Hein. Mais bon, ça me dérangeait pas. Que je sois à Bordeaux ou à Nancy avec Michel, je me barrais de l'aile et je jouais dans le milieu. De toute façon. Donc... Tu dézonnais, quoi. C'est le mot. C'était pire que dézonner. Après, si t'es pas efficace, on va te dire que tu restes côté. Moi, j'avais la chance de marquer quelques buts, donc on me disait trop rien. Donc tu débutes avec Battiston, tu disais? Ouais. Est-ce que c'était ton pote ou c'était juste un... C'était mon pote, ouais. On était pote, ensemble. okay. On était souvent ensemble. On n'avait pas de bagnole, on n'avait pas le permis. Mon père m'amenait à Metz. On s'arrêtait chez lui, on le prenait avec nous. On l'amenait au rendez-vous. Après, quand on a eu le permis, on faisait un coup l'autre. Un coup, lui venait me chercher. Et voilà. Donc, on était souvent ensemble. Après, on s'est un peu perdu de vue quand tu es allé à Nancy, parce que je suis parti à Nancy et j'étais plus. Donc, lui, il a été à Saint-Étienne. Et puis, on s'est retrouvés à Bordeaux. Ouais. Comment tu gères l'amitié dans un milieu où il y a quand même de la compétition et il y a peu d'élus? Bon, l'avantage, c'est que vous jouez pas au même poste. Alors, tu joues pas au même poste, mais en règle générale, toi, dans cette carrière, dans ce début... Moi, j'ai pas de souci par rapport à ça. Okay. En fait, à partir du moment où tu intègres que le foot, c'est un sport co, mais c'est individuel, parce que ton meilleur pote, s'il peut te prendre ta place, il te prend ta place, c'est comme ça. Mais quand tu le sais, tu le sais. Je veux pas être vulgaire, mais c'est pas de te bouger les fesses. Ouais. Pour être le meilleur. Et ça, tu l'as intégré assez vite, le côté justement. Moi, je l'ai intégré tout de suite. Un sport individuel, mais collectif, quoi. C'est un sport individuel collectif. Mais c'est le collectif qui prime quand même. Si ton pote, il joue à ta place, il a le même pote que toi, il faut que tu sois meilleur que lui. Et c'est ton pote, mais c'est comme ça. D'accord. Alors, est-ce que tu as des consignes qui te sont données ou des conseils par tes oncles, par ton papa? Non. Rien du tout. Non. Mon père m'a jamais rien dit. Mon père m'a jamais dit un mot. Mon père, il m'a jamais dit tu devrais faire ça, fais pas ci, fais pas ça. Jamais il m'a dit un mot. Jamais. Il y a juste un truc. Mon oncle, Rodzik, donc qui était international, qui a 21 sélections en équipe de France et qui jouait au stade de Reims de la grande époque, je me souviens de ça, la veille de mon premier match. J'ai pas 17 ans, je dois jouer Lyon. Je crois qu'il est venu chez moi la veille du match et il m'a dit Bernard, écoute-moi bien, ne te casse pas la tête, ça sera plus facile de jouer à Metz en pro que de jouer à Florange. Parce que lui, pour vous dire aussi... C'est marrant. Ouais. Attends, lui, il avait fait encore une saison, il avait 38 ou 39 ans, il m'avait dit, Bernard, tu vas jouer en première l'année prochaine. J'étais cadet. Ah bon? Oui, tu vas jouer en première, je leur ai dit qu'il te fasse jouer, il me dit. Il arrête sa carrière pro et il vient habiter à Florange. Mon oncle, donc, il fait sa carrière à Reims, il finit à Nice et il va à Merlebach. Merlebach, il joue en D2. Il fait une saison en D2, il arrête le foot pro. Il vient habiter à Florange parce que sa femme, qui est la sœur de ma mère, est très proche de ma mère. Il vient habiter à Florange avec ses filles. Il a 3 filles. Et il me dit, écoute, je vais faire encore une saison, comme ça je joue avec toi. Ah, ok. Il a voulu jouer avec toi. Il a voulu jouer avec moi. Alors il me dit, je vais faire une saison parce que l'année prochaine tu vas jouer en première. Je dis, je vais jouer en première. Il me dit, oui, t'occupes. Tu vas jouer en première. En fait, mais les entraîneurs voulaient me faire jouer.
c'est pas lui qui m'a imposé, mais il a dit voilà. Et il a fait une saison avec moi en DH. Ah, Et ça doit être génial, un- ça, de jouer avec son oncle international, ça qui doit un être jour, exceptionnel. qui un jour, il jouait libéraux, qui un jour sur un corner, le gardien de but adverse a voulu me mettre un coup de tête. Il est arrivé, il a mis un sprint, il est arrivé, il a dit, je me souviens, il a dit, oh, tu touches pas au gamin, toi, t'as compris? Et le mec s'est écrasé. Il a plus dit un mot, il s'est. Parce qu'on est en DH. La DH, ça peut être dur. Ouais, DH, c'est brutal, ouais. Donc, le gardien de but voulait me mettre un coup de tête, je ne sais pas ce que j'avais fait, et il a dit, tu touches pas au gamin. Le mec a pu bouger. Donc, on a joué une saison, tous les deux. Ah, mais c'est sympa de jouer en saison. Le seul truc, Michel, qui peut être un peu bizarre, c'est quand tu prends ta douche avec ton oncle, quoi, à la fin du match. Ça, c'est moins glamour. C'est un truc qu'il faut quand même gérer, quoi. Pas gaffe à ça. Bon, et pour revenir à ce que je vous disais, donc Ouais. il vient et il me dit, Bernard, te casse pas la tête, c'est plus facile de jouer avec les pros, ils sont meilleurs, il me dit. Il me dit, les pros, ils sont meilleurs, forcément. bien sûr. Tu vas jouer en première division qu'en DH, donc ce sera plus facile de jouer. Ne te casse pas la tête. Tu joues comme tu sais, tu fais rien, essaye pas de faire des trucs machin, joue comme tu joues d'habitude. Tu verras, quand tu donnes la balle, ils te la rendront bien parce qu'ils sont meilleurs. Voilà ce qu'il m'a dit. Et il avait pas tort. Si le gardien adverse voulait te mettre un coup de tête, est-ce que ça voulait dire que tu étais un chambreur sur le terrain? Non, c'est parce que je pense que j'avais dû sauter sur corner, alors que j'étais. Ah, tu as y touché. J'avais dû lui mettre je ne sais pas, lui rentrer dedans, mais attends, je devais faire 60 kilos à ce moment-là, j'étais un gringalet. Donc, La moitié voilà. de Guillaume, ouais. Voilà. Ouais, bon. Après, aujourd'hui, je suis plus comme ça, je vous le dis. Hein. D'accord. Mais t'étais pas un chambreur alors sur le terrain? Non. J'étais pas chambreur, j'aimais pas. En fait, si je voyais qu'un mec voulait me mettre des coups volontairement, là, j'étais dangereux. C'est mieux, ok. C'est-à-dire? J'étais dangereux parce que je ne disais rien et j'attrapais le mec, moi. D'accord. Ça, c'est pas bien, mais c'était comme ça. Moi, je dis tout le temps, on joue au foot, il y a des tacles, il y a du contact, il y a des machins, il y a pas de problème. Il y a aucun problème par rapport à ça. Je veux dire, moi, que le mec me tacle, il joue le ballon, il y a pas de souci. Quand je voyais que le mec voulait me faire mal et qu'il voulait me mettre des coups volontairement, là j'étais dangereux parce que je disais rien. Une demi-heure après ou 3/4 d'heure après, je mettais des semelles. C'était pas très bien, mais c'était comme ça. Ouais. Bah alors c'était quoi justement ta tactique de brutalisation préférée? C'était les semelles, c'était les petites béquilles derrière la cuisse, c'était quoi? Rien, non, je mettais le pied au-dessus du ballon et je t'attrapais, je te mettais le type protège tibia il tournait, je te mettais une semelle. Quand tu prends regardez les mecs aujourd'hui, quand ils se touchent à peine le pied, ils font 24 tours sur eux-mêmes. Ouais. Bon, les chaussures sont aussi hyper fines par rapport au en cuir, cuir un peu plus épais, mais quand tu mettais une bonne semelle avec les crampons en alu, ça faisait pas du bien. Hein. Ouais. Donc moi j'étais un peu spécialiste de la semelle au-dessus du ballon, un petit peu. D'accord. Intéressant. D'accord. J'avais eu des exemples, parce que quand je suis arrivé au FC Metz, Hugo Curioni, l'Argentin, jouait les bas baissés. À l'époque, on pouvait jouer des chaussettes baissées. Et lui, il prenait des coups, les mecs. Puis à l'époque là, ça taclait par derrière et tout. Hein. Ouais, c'était autrement plus violent que maintenant, ouais. Bah, les tacles qui se faisaient à notre époque, aujourd'hui, tu joues 30 secondes, t'es dehors. Voilà. Bon, ce qui est mieux, hein. Et ce qui est pas un mal, hein. Mais bon, donc, et Hugo Curioni, je le regardais quand j'ai commencé à jouer avec lui, il disait rien. Une demi-heure après, il prenait le ballon, il poussait le ballon. Si le défenseur taclait, il courait, il marchait dessus. Il courait, et il s'arrêtait pas. Il faisait rien, il courait. En fait, et en courant, il marchait sur le mec. Oh, mais il les tuait. Hein. C'est une question de timing, ouais. Et l'arbitre sifflait jamais contre lui parce qu'il mettait pas de coups. Il courait. Et les gars étaient passés en dessous, crac. Donc moi, je me disais, il y a peut-être des trucs à. C'est quelque chose à apprendre là. Compte tenu de ce qui se passait à l'époque là, aujourd'hui, tu peux pas jouer comme ça. Hein. Ouais. On est clair. Maintenant, tu as un tacle un peu. Et comme tu le dis, c'est pour le mieux. Mais maintenant, tu as un tacle un peu en retard. Tu as la VAR qui revient pour voir. Voilà. Exclu après la petite oreille. La VAR, bon, sur des coups comme ça, sur des fautes et tout, je pense que c'est pas trop mal. Après, la VAR, sur les buts et tout, ça manque de spontanéité. Les mecs, ils attendent un quart d'heure maintenant pour fêter le but. Non, ça a enlevé beaucoup de spontanéité. C'est tout à fait vrai. Je sais pas si c'est un bien, ça. Je suis un peu de l'avis de Michel Platini, moi, parce qu'on en a rediscuté. Je l'ai vu fin novembre, là. On était à Nancy avec tous les mecs de Nancy, on a cassé une croûte ensemble. Je suis un peu de son avis. Je trouve pas ça très bon. Après qu'il y ait des erreurs, ça fait partie du foot. Mais la VAR, je trouve que c'est quand ils mettent un quart d'heure à regarder s'il y a hors-jeu ou pas. Ouais, bah il avait quand même raison sur plein de choses, Platini. Hein. Mais bon, maintenant hélas. C'est comme ça. Après voilà. J'ai pas encore bien compris. C'est comment t'étais passé de Florange à Metz? Comment je suis passé? Donc l'année où j'ai joué en première à Florange, vous devez savoir, il y avait des sélections de Lorraine cadets. Bien sûr. Il y avait une coupe nationale des cadets. Ouais, bien sûr. Ouais, beaucoup de tes contemporains l'ont fait, ouais.
Donc moi, je l'ai faite 2 années, cadet première année et cadet deuxième année. C'était 2 équipes différentes parce que les joueurs changent en fonction des années. Donc une année, je l'ai faite avec Patrick Battiston et on s'est fait éliminer. La Lorraine s'est fait éliminer. Et la deuxième année, on avait une équipe où il y a eu 5 ou 6 pros dans cette équipe-là. Il y avait Michel Etor dans les buts, qui a été pro à Metz. Il y avait Romain Zandona, arrière gauche, qui était lorrain, qui a été pro à Sochaux. Il y avait Philippe Janol, qui jouait libéraux. Bien sûr. Qui a Champion été olympique. pro au PSG. Il y avait Didier Albrecht, il n'a pas été pro, mais il a été au centre de formation de Metz. Après, il y avait un garçon qui s'appelait Hervé Rémy, qui a été centre de formation de Sochaux, qui a été pro en D2. Il y a l'ailier droit s'appelait Bortolotti, il a été pro à 3 en D1 et D2. Il y avait Moussa Bezas, qui a été pro à Sochaux et à Rennes. Ouais. Sochaux et Rennes, qui jouait attaquant à ce moment-là. Après, en pro, il a joué le défenseur. Et moi. Donc, on avait 6 ou 7. Belle équipe. On a gagné la Coupe nationale des cadets. On a battu la Corse 4-0 en finale au Parc. Ah oui, C'était enlevé de rideau de la Coupe de France. Enlevé de rideau de la Coupe de France de Saint-Étienne contre je sais plus qui. Contre Lens, peut-être. Peut-être Lens. 73-74. Donc, ouais, 74, je crois que c'est Lens avec le but de fou de Jean-Michel Larquet. Les coupes de cadets, c'est presque qu'a été remplacé par la Coupe Gambardella. Hein. C'est un peu le même concept quelque part. Hein. Mais Gambardella, c'est quand même 2 ans plus vieux. Ouais, mais quand tu regardes tes contemporains, c'est surtout la Coupe des cadets dont ils se Parce que souviennent. nous, il y avait la Coupe des cadets, et après, on faisait la Gambardella en junior. Ouais, exactement. Et souvent, la Coupe des cadets est un souvenir plus vivace de tes contemporains. Ouais, nous, c'était, franchement, on a fait une Coupe de fou, on a gagné tous les matchs, on a écrasé tout le monde, on avait une super équipe, et on avait, au niveau de l'encadrement, on avait le CTR de la Ligue de Lorraine, qui nous entraînait, Monsieur Tournier, qui a été après au centre de formation Sochaux. De Sochaux et de Monaco après. Ouais. Qui était un grand formateur. Et nous, honnêtement, en cadet, moi, j'ai ce souvenir-là. Des fois, je me dis, c'est les 2 années où j'ai le mieux joué au foot de ma vie. Ah ouais, carrément. Ah ouais, parce que on se connaissait sur le bout des doigts. C'était impressionnant comment on jouait. On a fait des matchs de préparation, donc avant la coupe. On a fait des matchs. C'était quand même préparé, hein. C'était pas. Ah, mais on a fait, je sais pas, on a dû faire 5-6 matchs de préparation. On jouait on jouait tous les 15 jours avant la coupe, bien sûr. On a joué des équipes de DH. On a tapé toutes les équipes de DH en cadet. Ouais, parce que l'avantage de la Coupe des cadets à l'époque par rapport à la Coupe Gambardella, la Coupe Gambardella, maintenant, c'est des centres de formation, donc c'est des équipes hyper constituées. Mais à l'époque de la Coupe Gambardella, c'était pas une coupe par région. Et donc, le niveau était moins bon. Les Coupes des cadets, t'as les meilleurs. Alors écoute, nous, donc les cadets de Lorraine, on va jouer à Florange. Chez toi. À domicile, carrément. Chez moi, et contre l'équipe avec qui j'ai fait la saison. J'étais cadet, mais je jouais avec eux. Donc tes copains, quoi. Tu sais, mais tous des mecs qui ont 10 ans de plus que moi. Hein. Moi, j'avais 7 ans, j'avais 25 ans. Hein. Donc, on va faire un match amical à Florange pour se préparer. On leur met 6-1. Wow. Ouais, ouais. Donc, c'est une équipe de DH. Hein. Une équipe, et on a fini 2e en DH l'année-là. Ah ouais. Wow. On a fini 2e de DH. Et moi, alors, l'anecdote, tous les ans, depuis 30 ans, tous les ans, au Beaujolais Nouveau, je vais manger avec mes potes de Florange. Donc, je vois tous les mecs qui ont joué avec moi, des mecs qui ont joué avec la B, des mecs qui ont joué avec la C, la réserve. On casse tous la croûte, on est 30 ou 35 à manger tous les ans. Et tous les ans, je les allume, je leur dis, les gars, il y a le gardien de but qui est là, mon gardien, qui était mon gardien. Tous les ans, je leur dis, oh les gars, vous en avez mis 6 quand même, hein. Putain, vous étiez pas bons. Et on rigole. Donc, tu fais ces coupes des cadets, et ça, c'est un tremplin pour Metz, c'est ça? Alors, en fait, si tu veux, quand tu fais la Coupe des cadets, à l'époque déjà, même si c'était pas comme aujourd'hui, t'as les recruteurs qui voient ces matchs-là. Donc moi, quand j'étais cadet, j'ai, je sais plus, je vais pas vous dire d'ânerie, mais j'ai 5-6 équipes pro qui veulent que j'aille chez eux après. D'accord, t'as qui par exemple? J'avais Sochaux, le l'Est déjà, Sochaux, Reims, Strasbourg, Metz, Nancy, voilà, qui voulaient que j'aille chez eux. D'accord. Et après, j'ai Garonner qui est venu chez moi 20 fois dans l'année. Et ça, c'est en quelle année? 74 donc. 74. Donc, Garonner, il vient pour que je signe à Saint-Étienne. Donc, il venait chez moi toutes les semaines, presque pas toutes les semaines, mais souvent. Moi, je m'en foutais, je me barrais, il discutait avec mon père. et puis après, quand je parle avec mon père me dit, écoute Bernard, Saint-Étienne, c'était le PSG d'aujourd'hui. Clairement, pas débat. PSG. Ouais. Hein doublé sur doublé. PSG d'aujourd'hui. En Coupe d'Europe. Il y a pas de débat sur donc, le fait mon père me dit, Bernard, écoute, moi, Saint-Étienne, c'est la meilleure équipe.
il faut que tu ailles à Saint-Etienne. Et moi, parce que ça me trottait déjà. Et je voyais bien, quand tout le monde venait, bon. Un jour, je lui dis, papa, écoute, moi, je vais à Saint-Etienne, je vais jamais jouer. Alors, il me regarde, il me dit, comment ça? Et je dis, regarde l'équipe qu'ils ont. Saramagna. Il avait, 3-4 ans, 5 ans de plus que moi, je sais pas, quel âge il a, Christian Saramagna. Il jouait ailier gauche. L'arqué, machin, Sinaïgel. C'est pas l'arqué, mais Sinaïgel. Il avait 3-4-5 ans de plus. Je dis, mais les mecs là, ils vont pas s'arrêter maintenant. Moi, je vais jouer quand? Je vais jouer dans 10 ans là-bas si je vais. Je vais jamais jouer là. J'ai 18 ans, je vais jouer où? Mon père, il me disait, moi, je te dis qu'il faut que tu ailles là-bas. Et moi, plus je réfléchissais, et plus je me disais, je vais jamais jouer. Un jour, Garonner doit venir et je dois signer. À Saint-Etienne. Je dois signer. Mon père me dit, tu signes à Saint-Etienne. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, bon. Okay, après, il me dit, tu signes à Saint-Etienne. Il me dit ça. Et Garonner, il vient, je sais plus. Alors, nous, on n'avait pas d'école le jeudi à ce moment-là. Oui, bien sûr. Je crois qu'il vient un jeudi, un truc comme ça. Moi, j'étais là. Et en fait, monsieur Molinari, il l'a su. Je sais pas comment. Mais moi, je disais tout le temps ça à mon père. Papa, je jouerai jamais là-bas. Et tu en parles ça à Garonner ou pas? Il te donne des assurances ou quoi que ce soit? Attendez. Non. Donc, monsieur Molinari, il apprend que je dois signer. Tu sais ce qu'il fait? Il vient la veille. Je sais pas comment il a su que Garonner venait chez moi. Il vient la veille. Ah, t'as jamais découvert. Pourquoi tu lui demandes pas? Moi, je lui demanderai. Ouais. Je te propose de lui demander et de nous appeler et de nous dire. Ouais, c'est pour ça en fait. Non, vas-y, vous le direz. C'est bon, on a 5 Donc, minutes. Il vient la veille et mon père. Bah non. En plus, avec mon père, ils se connaissent. Attends, alors, monsieur, quand je vous dis que Garonner, il venait tout le temps, monsieur Molinari, pendant 1 an, il est venu toutes les semaines chez moi. Ah, lui aussi. Ah, bah, d'accord. Toutes les semaines, il venait. Mais en plus, il connaissait mon père. Parce que monsieur il y a 2 possibilités. Soit, effectivement, tu étais une énorme star, soit ta mère cuisinait hyper bien et que les mecs voulaient manger à l'œil. Moi, j'étais pas une grande star, mais ma mère cuisinait super bien. Oh là là. Ah, les trucs italiens, je vous dis pas, les mecs. Et donc, monsieur Molinari se pointe. Et mon père, il me chope et il dit, bon, attends, viens avec moi, toi. Il dit, monsieur Molinari, voilà, pourquoi je vous dis ça? Monsieur Molinari était champion de motocross. Monsieur Molinari a le même âge que mon père. Ils sont nés en 33. Ils se connaissent parce que monsieur Molinari allait faire, pour le motocross, il allait courir avec l'équipe de Metz. Il jouait pas au foot, mais quand il faisait des séances physiques, il allait avec eux pour se préparer. D'accord? Donc, il connaît mon père depuis les années 50, 20 ans avant, 25 ans avant. Ils se connaissent. Donc, ils se tutoient et tout. Et mon père dit, Carlo, attends 5 minutes. Il me chope, il me dit, toi, viens. Il m'attrape, on s'enferme dans la petite cuisine de mes parents, je m'en rappelle. Et mon père, il me dit, écoute-moi bien. Moi, je te dis que tu dois aller à Saint-Etienne. Toujours le même. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'il voyait ma tronche et tout. Et je lui ai dit, papa, je jouerai pas là-bas. Putain, ils ont tous 50 plus que moi. Ouais. Les mecs, ils vont pas s'arrêter demain. S'ils jouent encore 5 ans, ben, je joue pas, moi. Je fais quoi? Bon, écoute-moi bien. Tu veux signer à Metz? Ben, je dis oui. Et moi, je lui dis en plus, sans me prendre pour un autre, hein, je lui dis, je pense qu'à Metz, je jouerai plus facilement qu'à Saint-Etienne. Ils sont tous en équipe de France, les mecs. Tu te rends compte? Tu veux aller à Metz? Bon, tu signes à Metz. Si ça va pas, tu viens pas pleurer. Hein. T'as compris? Voilà. Et on a signé à Metz. Et monsieur Molinari, là-dessus, direct, a appelé Garonner en lui disant, Pierre, c'est pas la peine que tu viennes demain. Il a signé chez nous. Il a dû avoir une certaine puissance à dire ça à Garonner. Au téléphone, on n'avait pas les portables, hein, c'était les téléphones en bakélite, là, les gros machins. Le truc où tu dois tourner. Tu avais le rond, là, les trucs pour les numéros. Et ne viens pas, c'est pas la peine. Il était fou, Garonner. Et il a dit à mon père, parce qu'il a voulu le prendre au téléphone, il lui a dit, prenez le contrat, vous dites que vous voulez le relire et vous le déchirez, je viens demain. Et mon père, une bonne magouille de l'époque, ouais. Et mon père, il lui a dit, monsieur Garonner, non, et il a signé, il veut aller à Metz, voilà, il a signé, on a signé, voilà, c'est tout. Et Garonner, moi je l'ai revu 15 fois quand j'ai joué, on allait à Saint-Étienne, tout ça, chaque fois il venait me voir, on discutait, et il me disait, putain, je regrette de t'avoir pas chopé. Ouais, bien sûr. Mais il t'avait pas discuté avec lui pour voir si éventuellement ils allaient peut-être faire partir quelqu'un de leur effectif pour te. Non, ils m'ont jamais. Non. C'était pas le genre de la maison, honnêtement, hein, je pense. Tu vois, tu prends les gens. Je pense pas. Non, mais après, ils avaient une super équipe. Attendez, vous avez vu le mec. Donc, et moi, je suis pas non plus. Je me prends pas pour. Je suis pas Pelé ou Maradona. Non, mais si Garonner vient te voir 20 fois, c'est que tu dois quand même un petit peu. Ça te tourne pas un peu la tête que tous ces recruteurs viennent te voir, etc. Mon père, il faisait tellement bien que ça tournait pas la tête de personne. D'accord. C'était vraiment un choix binaire. C'était soit Saint-Etienne, soit Metz. Il n'y avait pas d'autres. Il n'y avait pas une troisième option. Alors, pire que ça, l'AS Nancy-Lorraine, président Claude Cuny, le frère de mon père, il a terminé sa carrière à Nancy 2 ans avant. Le frère de mon père appelait mon père et lui disait, Serge, putain, s'il vient pas à Nancy, le père Cuny va me tuer. Il me tue. Parce que il me dit, je le croise tous les jours et tous les jours, il me dit, t'as intérêt qu'il signe chez nous, hein. Et mon oncle, il appelait son frère, mon père, donc, en lui disant, fais-le venir là parce que je vais me faire tuer. Il va me mettre à tout.
Donc, non, j'avais eux, il y avait Strasbourg il y avait Max Hild aussi qui venait souvent. Ouais, bien sûr. Recruteur Max légendaire. Hild, Strasbourg. Après Reims, je me souviens plus qui c'était, mais j'avais Reims, c'est sûr. Et Sochaux, ils sont venus un paquet de fois, ils voulaient que j'aille. Et comme Sochaux, M. Tournier allait là-bas, il m'appelait des fois, parce que comme c'était mon entraîneur depuis 2 ans. Ouais, des cadets, il y avait une petite. Alors, Tournier, il a une réputation de quelqu'un qui était assez dur. Est-ce qu'il était aussi dur avec les cadets? Il était dur, ouais, mais par contre, je vous dis, moi, j'ai jamais aussi bien joué au foot de ma vie. Et même si c'était des cadets, hein. C'est ce que tu disais. Pour vous dire, quand je vous dis tout à l'heure, quand on met 6-1 à une équipe de DH qui finit deuxième, on les a laminés. Hein. On n'a pas perdu un match de la saison. Wow. Donc, tu arrives à Metz. Tu es content de ton choix, j'imagine. Oui, j'arrive à Metz donc le 1er juillet 74, reprise de l'entraînement. Donc je reprends avec les pros. Sauf que moi, j'ai encore mon année de terminale à faire. Avec Patrick Battiston, on n'a pas de similitude à Metz. Donc on est dans 2 lycées différents. Et t'es à quel lycée? Parce qu'on a eu Castendutch qui nous racontait sa terminale qui n'était pas évidente. Alors moi, ma terminale normale, hein, j'étais en A. Et je faisais du latin, messieurs, A2. Littéraire donc, ouais. Ouais, écoute, comme Michel et moi-même, on faisait aussi du latin en terminale, je te cache pas. J'ai fait du latin jusqu'en terminale. Bon, moi aussi. Je sais pas si si c'est pour ça que je fais pas trop de fautes quand j'écris, mais bon, je suis pas sûr. J'ai pas fait du tout de latin, mais je respecte. Et ça me fait même pas comprendre l'italien. J'ai appris l'italien avec les Italiens, mais le latin, je sais pas. Bon bref, donc j'ai ma terminale à faire, et moi je suis au lycée à côté de Florange, à Famec. C'est une ville à côté où il y avait le lycée. Parce qu'à Florange, il y avait un collège, mais il n'y avait pas de lycée. Et Patrick Battiston, il est au lycée, de Talange, il est au lycée à Romba, qui est à côté de Talange, un bled à côté de Talange. Et on fait la préparation avec les pros en juillet, et c'est les vacances. En août, moi, je fais mon premier match, c'est les vacances. Et le 15 septembre, je rentre à l'école. Et lui aussi. Wow. Et on a pas cours. Dans le même lycée, quoi. Non. Et on a cours de 8h du matin à 17h. Wow. On fait pas de foot, hein. Et on fait du foot le soir à 19h, tous les deux. C'est une grosse journée, ouais. Tous les jours, je vais m'entraîner, moi. Donc, je m'entraîne comment? Je m'entraîne à Florange. Avec l'équipe de Florange. Avec la DH de Florange. Donc, je m'entraîne mardi, mercredi, jeudi avec la DH de Florange. Des fois, je vais le vendredi, il y a les juniors, je vais avec les juniors, moi, pour m'entraîner. Après mes cours. Et comment tu concilies les deux? Eh ben, mon année de terminale, j'ai fait l'année de merde. Logique. Ouais, mais en revanche, il a un très bel accent. Bernard a un super accent latin. Ça, c'est l'avantage. Très bon accent latin. Anche in italiano posso parlare, hein. Ah, si. Non, mais en fait, ce qui s'est passé l'année là, donc la saison avec les pros, on a commencé avec Patrick, on a commencé avec les pros. Mais après, on démarre l'école, donc mi-septembre à ce moment-là, hein, 15 septembre. Et on joue. Moi, j'ai fait la saison là, j'ai pas fait beaucoup de matchs. J'ai joué 5-6 matchs avec l'équipe première, avec les pros. Mais j'ai joué avec la réserve toute l'année, qui était en CFA. Et avec Patrick, on était sélectionné en équipe de France junior. Toutes les 3 semaines, on partait en stage. Donc j'ai manqué, j'en sais rien moi. J'ai dû aller en classe 4 mois sur l'année, j'en sais rien. Donc c'était l'année du bac et je foutais rien. Alors que j'étais un élève correct jusque-là, jusqu'en première, c'était bien. Là, t'avais aucune. Non, mais j'avais plus aucune. Non, alors c'est pas bien parce que c'est la dernière année et j'aurais dû faire l'effort, mais j'avais plus envie. Et Patrick, pareil. T'avais plus de surface en plus. T'avais plus de surface de temps de toute façon. T'avais pas de surface. Ouais, des fois, je partais, des fois je faisais mes dissertes dans le train. Bah, oui. Ouais, des trucs de fou. Parce qu'on ne prenait pas l'avion, hein. On prenait le train pour aller à Paris quand on avait rendez-vous à Paris. Ouais, surtout que le train à l'époque prenait 5 heures. 3h30 pour aller à Paris de Metz. Donc je faisais mes dissertes dans le train, des trucs, enfin bon, et j'avais plus envie. Donc honnêtement, j'ai glandé là en terminale, j'ai glandé. Alors que jusque-là, j'avais été un élève correct. Là, j'ai glandé et j'ai pas eu le bac. Ah d'accord, j'allais te poser la question, donc tu l'as pas eu. Non, je l'ai pas eu. Et l'année d'après, j'ai arrêté. On a fait pareil. On a passé le bac et puis on a arrêté. Ouais. Et l'année d'après, on a pu. Et le centre de formation n'a été fait que 2 ans après. Alors raconte un petit peu. Donc tu t'entraînes pas avec l'équipe. Ouais, mais tu joues quand même avec eux le week-end. Comment ça se passe? Ouais. Alors je vais vous en dire une encore pire que ça, parce que ça c'est un truc, c'est impensable aujourd'hui. Je sais plus. Alors dans la saison là, sur les 4-5 matchs que j'ai fait, je vais à l'école. Le soir, je m'entraîne tant bien que mal à Florange. Et il y a un monsieur qui est près de chez moi, qui était éducateur à Florange et qui est parti au FC Metz, qui entraîne les minimes du FC Metz à cette époque-là. Et il me dit, écoute Bernard, mercredi, je te prends avec moi. Il entraînait les minimes. Moi j'avais 17 ans. Il me dit, je te prends, tu viens avec moi à l'entraînement, mais pendant que les minimes font des trucs, toi, je vais te faire une séance costaud. Donc je fais une séance, moi, où je fais des longueurs, tout seul. Les minimes, ils ont 3 ans de moins que moi. Mais entre 17 et 14, c'est pas pareil, hein. Et donc, pendant qu'eux, ils s'entraînent, moi, je fais des longueurs de terrain. Mais des trucs, je tape dedans comme c'est pas permis, quoi. Je m'entraîne, et il me faisait, les coups de sifflet, il sifflait, il fallait que je fasse en moins de temps. Bref.
je termine ça, pendant 1 heure je fais ça, et après on finit par un petit match, et les minimes jouent, et je joue avec les minimes. On fait un petit match d'une demi-heure, et je joue avec eux. Et le lendemain, Monsieur Huard m'appelle, il me dit Bernard, je te fais jouer samedi contre Lille. Et je joue contre Lille 3 jours après, alors que je m'étais entraîné avec les minimes, et on gagne 2-1, et j'ai marqué le deuxième but, moi. Ouais. 35e journée de... Aujourd'hui, c'est impensable qu'un joueur qui s'entraîne, je veux dire, ou qui s'entraîne pas, avec les pros, joue. Ah, c'est incroyable. Et alors, ce qui est encore plus incroyable, c'est que ton premier match intervient, comme que je l'avais dit un peu avant, c'est que tu as 16 ans, tu n'as pas encore 17 ans. C'est le mois d'août, c'est la 4e journée de championnat. Et tu joues, tu es titulaire. Comment est-ce que tu l'apprends, ça? En fait, les journées, à l'époque-là, les journées pendant quelques saisons, c'était mardi, vendredi, les matchs. Mais tous les matchs du week-end, tous les matchs se jouaient. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de machin, il n'y avait pas de retransmission. Donc, tous les matchs se jouaient. Quand il y avait 2 matchs dans la semaine, c'était mardi et vendredi. Et sinon, c'était vendredi, les matchs. Et donc, le lundi, c'était les vacances. Donc, moi, j'étais à la maison. Et le lundi, en début d'après-midi, téléphone sonne chez mes parents. Monsieur Huard, entraîneur du FCMS. Je sais pas si c'est ma maman qui décroche ou mon père. Je peux parler à Bernard? Oui. Bernard? Ouais, c'est Monsieur Huard. Écoute, ce soir, tu vas venir t'entraîner. Parce que, alors, comme c'était août et qu'il faisait très, très, très chaud, il s'entraînait pas la journée, il s'entraînait à 18. Il m'appelle et il me dit, écoute, on a reculé les séances parce qu'il fait trop chaud. Et il faisait 40 ou je sais pas combien, 35. Et il dit, donc, on s'entraîne à 18h. Tu viens à l'entraînement à 18h ce soir. Tu dis à ton père qui t'amène à l'entraînement. Oui. Et il me dit, et tu te prépares parce que vendredi, tu joues contre Lyon. Donc, je suis allé m'entraîner lundi, mardi, mercredi, jeudi avec eux. Mais j'étais en vacances, donc il n'y a pas de souci. Mon père m'amenait à l'entraînement, il restait là, il regardait, et puis on repartait. Il y a une demi-heure de voiture, d'autoroute pour aller de Florence à Metz. Donc voilà. Mais il m'a annoncé ça le lundi pour le vendredi. Et le vendredi, j'ai joué. Alors, je vous ai dit tout à l'heure en rigolant, mais c'est vrai, j'ai ce souvenir-là, c'est que j'avais du mal à m'endormir les soirs. Normal, ouais. Parce que je ruminais. C'est pour ça que mon oncle m'a dit, il aurait dû me le dire. Il m'a dit, mais te casse pas la tête, ça sera plus facile, tu verras. Et parce que les mecs sont meilleurs. Parce que les mecs sont meilleurs, ben oui. A priori. Ouais, mais les mecs en face aussi c'est pas n'importe qui. Hein, c'est Raymond Domenech. T'avais Domenech, t'avais Chiesa, t'avais Aimé Jacquet, t'as Florent Dinalo, Bernard Lacombe. Mihailovic, un mec défenseur central. Chauveau dans les buts. Il y avait Jacquet au milieu. Il y avait Lacombe devant, Dinalo, Chiesa. C'est quoi tes souvenirs de ce match? T'as des éclairs de souvenirs en disant. Je me rappelle le but en fin de match. Il y a un contre. C'est Michel Bollier qui jouait arrière droit, qui est parti à l'OM après. Il était de Baume-les-Dames, Michel Bollier. Il est parti sur la droite. On les a contrés en fin de match. C'était 2-1. Il devait attaquer pour égaliser. On les a contrés en fin de match. Il part sur le côté droit. Et moi, je suis à gauche. Et je pars et je crie parce que je suis tout seul, en fait. Et il y a un mec entre nous deux. Il me met un bon ballon de l'autre côté. Et quand j'arrive à 20 mètres des buts, Chauveau, il sort. Et il pense que je vais le dribbler. Et moi, je frappe. Et je frappe sous la barre. Et je mets le ballon sous la barre. À ce moment-là, quand tu as 16 ans, c'est quoi les qualités principales de Bernard Zeni? Pied gauche, je pense. Allez, je suis pas non plus. Pied gauche, technique du gauche, une bonne frappe. Je frappais vite. Je faisais des crochets. Popov, ça partait vite. Bonne technique. Après, je voyais bien aussi. Parce que moi, vision du jeu. Donc moi, normalement, je joue au milieu. Donc après, bon, ils m'ont fait jouer sur le côté parce que c'était comme ça. Mais voilà, je voyais bien. Donc voilà, je pense que mes qualités, c'était ça. Plus que la vitesse et ouais, je devais faire 60, j'en sais rien moi, 65, 67 kilos. Je fais 1m76, donc j'étais pas une bête. Hein. T'avais un certain culot aussi, je pense, on peut dire. Pour moi, c'était pas un exploit, ça. C'était normal. J'ai repris une reprise de volée, je te fais une reprise de volée, voilà. Mais mes premiers buts, le match d'après, 15 jours après, on joue Nantes. On gagne 4-0, je mets 2 buts. Et Braun, il met 2 buts. Je mets une reprise de volée sur un corner qui est mal dégagé, une reprise de volée du Carne. Boum. C'était normal. C'était pas, voilà. Je sais pas comment vous expliquer. Alors c'est de l'insouciance peut-être? Parce que ce que tu fais quand même, c'est pas ordinaire. Tu joues 2 matchs, t'as 16 ans, tu mets 3 buts en 2 matchs, 2 titularisations, c'est quand même, tu passes de la DH à la D1, transition hyper simple, en tout cas vu de l'extérieur, c'est pas anodin. Mais je sais pas, non mais alors, je vais pas vous dire que je faisais pas d'efforts, parce que j'ai le souvenir que contre Lyon, à un quart d'heure de la fin, j'étais mort. Je m'en rappelle, j'étais cuit. Ouais. Mais non, mais c'est le foot, c'est comme ça. Des gestes comme ça, mais j'en ai fait tout le temps. Vous regardez sur YouTube, vous cherchez Metz-Brest 1986 et vous allez rigoler. On a battu Brest, je sais plus 3-0 ou je sais pas combien. Regardez. Ok. Vous verrez ce que c'est une reprise de volée. Donc tu étais quand même instinctif aussi dans tes prises de balles et dans tes tirs alors, non? Non, c'est la vision. Instinctif, je sais pas. Si je dois me dire comment j'étais, j'étais plus un joueur technique qu'un joueur physique. Je sais pas comment vous dire. Non, si, tu le disais, pas nécessairement très rapide,
pas nécessairement Mais un non, gros gabarit. j'étais vif. Alors, j'étais pas rapide sur 50 mètres. J'étais pas Mbappé, moi. Mais j'étais vif. J'étais pas lent, mais j'étais vif sur 10 mètres comme ça. Et puis, voilà. Et dans mes gestes. Et voilà. Après, mon pied droit, il me servait à marcher. Alors justement, ça allait être ma question, Bernard. Et en revanche, c'est quoi les éléments perfectibles de Bernard Zénier à 16 ans? Bah, c'était mon pied droit. Parce que mon père me tannait avec ça. Et puis moi, après, je rigolais parce que il y en a qui me disaient, il vaut mieux un bon pied que deux moyens. Mais mon père, il me disait, mais purée, mais t'es nul. Mais comment ça, t'arrives? Alors, mon père, pour revenir à ça, mon père était droitier. Il frappait indifféremment du droit ou du gauche. Mon père, il s'est pété le genou. Il a jamais été opéré. Il a rejoué à Florange, il a joué en DH. En 60, ils opéraient pas. Il a été voir un médecin, ils lui ont dit, Monsieur Zénier, si on vous opère, ça ne marchera pas. Il s'est pas fait opérer. Il a rejoué au foot à Florange en DH, lui aussi, pendant 10 ans, avec les croisés pétés. Il se mettait de l'élasto et il jouait. Et mon père, il faisait fan du gauche, frapper du droit. Fan du droit et frapper du gauche indifféremment. Et il me disait, mais comment tu fais pour être nul comme ça du droit? Et il disait, mais applique-toi. Et moi, je disais, j'arrive pas. Alors après, il rigolait. Mais mon père frappait des deux pieds, indifféremment. Comment il faisait? Ne me demandez pas, je ne sais pas. Moi, j'étais nul du droit. Par contre, j'ai mis 2-3 buts du droit où j'ai arraché les mains du gardien, mais c'est pas fait exprès. Tellement j'ai frappé fort. C'était juste la puissance en espérant que ça. Je sais pas comment ça se mouche. Voilà, je sais pas. Et donc, ta première saison, tu débutes très très fort. Et au final, tu joues quoi? Tu joues 5 matchs. Ouais. Parce qu'après, il m'a sorti, puis qu'il m'a plus fait jouer. Voilà. Mais alors, comment t'expliques ça? Parce que les matchs que tu joues, tu marques quasiment. 4e match, c'est à la 14e journée. Ensuite, tu rejoues plus jusqu'à la 35e. Ouais, bah parce qu'il a remis les titulaires, les pros, voilà, j'en sais rien, parce que peut-être je méritais pas, je sais pas, j'en sais rien. Est-ce que tu ronges ton frein ou comment tu gères ça psychologiquement? Non, moi j'ai rien. Moi non, parce que on jouait en 3e division, bon, qui est pas un niveau trop pourri. Hein. On jouait en 3e division et toutes les 3 semaines, je partais en équipe de France. Non, moi la saison, elle s'est bien passée. J'ai pas eu de problème particulier. D'accord. Non, psychologiquement, j'ai pas accusé le coup de pas jouer plus. Après, si j'ai pas joué plus, ben c'est que je sais rien, c'est que je méritais pas de jouer plus à ce moment-là. Je sais pas. Les années d'après, là pour le coup, tu deviens quand même un gros titulaire. C'est quoi tes meilleurs souvenirs à Metz sur cette première partie de carrière à Metz sur les 4-5 ans où tu es pro à Metz, pro. En tout cas, le début, oui, parce que bon, j'étais très jeune et que voilà, j'ai joué jeune. Après, je vous ai dit tout à l'heure, on avait une équipe avec des bons joueurs. Il y avait André Rey dans les buts, qui jouait en équipe de France. Il y avait Fernand Jaetz, grand libéraux luxembourgeois, grand libéraux. Il y avait Joël Muller qui était entraîneur après. bien sûr. Il y avait Patrick Battiston. Il y avait Osnech, Beta, Coustier. C'était un milieu que tout le monde enviait au FC Metz. Alors après, on n'était pas champion de France, mais on avait une très bonne équipe. Et à Metz, mais ça a été le cas après dans les années où je suis revenu tard. À Metz, on avait cette capacité à couper la tête à toutes les grosses équipes qui venaient. À Metz, tu veux dire? À Metz. Quand à l'extérieur, on perdait. Bon, je veux dire, on n'était pas, voilà. Mais et puis dans le championnat, on était. Alors on a fait des championnats où on était 5e. Un coup, on a fait 12e. Bon, je sais plus les classements, mais on avait la faculté de tuer les gros à Metz. Et qu'est-ce qui a manqué à Metz pour passer de la 5e place à ce moment-là à la première ou deuxième ou troisième? Il a manqué peut-être un moment un peu de réussite, puis après peut-être un peu de moyens aussi. J'en sais rien. Ça a toujours été un bon club, un bon club un bon club, mais oui, je conçois, ouais. Mais après, ça peut-être que tu manquais un petit peu de moyens, peut-être. Voilà, c'est possible aussi, oui. Et dans cette période messine, et là c'est quand même vraiment incroyable aussi, tu arrives à prétendre à l'équipe de France, quoi. Alors, ma première sélection, on joue en Coupe de France. Mais juste avant que ça arrive, toi, c'est un objectif, l'équipe de France ou Non, mais c'est un objectif, mais pas là. Ouais, pas là, c'est ça. Oui, dans ma tête, je me dis, je voudrais jouer en équipe de France. Oui, parce que, mais je me le disais quand j'avais 8 ans, hein, messieurs. Je voudrais jouer en équipe de France. Ouais. Et à 17 ans ou 18 ans, c'était pareil. Je jouais en équipe de France. Mais en étant quand même pas trop con et en me disant, il faut quand même que tu sois bon pour jouer en équipe de France. Et donc, l'année-là, 76-77, c'est début 77 et c'est le premier tour de coupe. Donc, au mois de février ou fin janvier, début février, je sais plus. Et avec Metz, on joue contre Chaumont, qui est 2e en D2. Et on va jouer Chaumont à Saint-Dizier. Terrain neutre, je sais pas pourquoi. On les joue à Saint-Dizier. Un dimanche après-midi d'hiver, le terrain, dans le milieu, ça debout, enfin, bon. Et ils sont 2e en D2. Et on gagne 5-1 et je mets 5 buts. Ah ouais.
Ok, la machine. Donc, je mets 5 buts. Et la semaine d'après, sélection pour France-Allemagne. Je suis dans la sélection avec Patrick Battiston et André Rey. Alors, les 3 est-ce que tu t'y attends? Non? Bah non. Du tout. T'as pas aucun indice que ça va t'arriver? Non, mais moi, si tu veux, j'ai fait toutes les... Alors, depuis gamin, j'ai fait toutes les sélections. Quand j'étais minime, j'ai déjà joué en équipe de France cadet, quand j'étais minime. Après, j'ai joué équipe de France cadet, c'est les scolaires. Après, j'ai joué équipe de France junior, après équipe de France espoir, les B, les A, les A', j'ai tout eu, moi. Toutes les sélections que tu peux avoir. Donc, c'était logique d'une certaine manière, quand même. Peut-être pas à ce moment-là, mais il y avait une certaine logique. C'était logique, mais après, il faut que tu fasses un truc qui te fasse remarquer, j'en sais rien, moi. Et là, en l'occurrence, je mets 5 buts. Ouais, Donc, je effectivement. suis sélectionné contre l'Allemagne de l'Ouest, parce qu'à l'époque, il y a l'Allemagne de l'Ouest. C'est le dernier match de Beckenbauer. Beckenbauer, Sepp Maier, Eunès, Rummenigge, enfin, les champions du monde. La grosse équipe, champion du monde, ils sont invaincus, je crois, depuis 17 mois, un truc comme ça. Ils sont champions du monde en 74, là c'est 77, ils sont toujours champions du monde, en titre, et on les bat 1-0, but de Rouillet. Et moi j'étais remplaçant, je suis rentré à la place d'Amis en deuxième mi-temps. Alors raconte un petit peu quand tu arrives au stage, est-ce que tu es intimidé par les autres joueurs? Est-ce que tu as l'insouciance? Oui, forcément. Il y a des joueurs, et des joueurs, moi j'ai leurs photos. Alors qui c'est qui t'intimide le plus? Mais attendez, moi j'avais, à l'époque là encore, dans ma chambre chez mes parents, en face de moi, en face de ma tête de lit, j'avais l'équipe d'Allemagne en photo. Wow. Et je joue contre eux. Ça va être incroyable. Donc, je me dis, oula, qu'est-ce que c'est ça? Tu regardes tout le monde, tu te dis, et même les joueurs de l'équipe de France. Alors, pas les mecs de Metz et Michel Platini et Larouille, je les connais. Bon, mais tous les autres. Henri Michel, machin, pour moi, c'était des... Guillou, Trésor. Mais pour moi, c'est des... Je les ai en photo, moi, les mecs là. Et surtout, c'est l'équipe qui commence à être bonne, hein. Après avoir un peu souffert dans les années 70. Mais je vous dis, j'ai ces gars-là en photo, moi. Ouais. Et alors, quand tu arrives là-bas, il y a un joueur en particulier qui t'impressionne pendant l'entraînement, pendant le stage? Non, comme ça, non, mais tous. En fait, tous. Je te dis, je les regarde tous comme des martiens. Parce que moi, je vous répète, j'ai tous ces gars-là en photo depuis des années. Donc voilà, le truc. T'es en chambre avec qui alors là-bas? Je sais plus, je crois que je suis avec Patrick. Ouais, ce qui est logique puisque c'est ton poteau. Ça semble logique, mais je crois que je suis avec lui, avec Patrick Battiston. Mais après, si tu veux, c'est une équipe hyper solide parce que donc t'as Battiston, Rio, Lopez, Janvion, Battenay, Platini, Sinagel, Omar Sanoun, une légende malheureusement. Oui, malheureusement, ouais. T'as l'équipe devant le nez là. Bernard Lacombe, Révelli, un peu Amis et Zénier. T'as une équipe Coupe du Monde quoi. Ah mais moi je les regardais les mecs, j'en revenais pas d'être là en plus. Tu te demandes, voilà. Non mais c'est un truc de fou. Quand je vous dis c'est un rêve, c'est un rêve. Et Battiston, il est dans le même état d'esprit que toi parce que c'est aussi sa première sélection? Je sais pas, faudrait que tu lui demandes. Bah écoute, on a son numéro, ça fait 3 ans que je l'appelle, j'attends toujours qu'il décroche. Ah, bah écoute, je sais pas. Le problème de Patrick, c'est que quels que soient les trucs qu'on fasse, il a du mal tout le monde a du mal à le choper. Il paraît qu'il a du mal à se décider, je sais ouais, pas qui nous a dit ça. C'est exactement ça. Mais il est comme ça depuis toujours, alors bon, compliqué. Par contre, sur le match, en deuxième mi-temps, Hidalgo me dit à un moment donné, va t'échauffer. Je voulais pas me lever du banc. Ouais, alors justement, c'est la question qu'on se pose souvent. Est-ce que c'est vraiment une question t'as pas envie de venir parce que t'es stressé? Est-ce que t'es excité? Donc toi, plutôt, t'avais envie de rester sur le banc. À un moment donné, je rigole. Il me dit, va t'échauffer. Je me lève, je pars derrière le but. Et puis, quand j'arrive derrière le but, je me dis, merde. Et alors, je cours, je m'échauffe. Hein. À l'époque là, il n'y a pas tous les mecs de maintenant qui te disent. Il n'y a pas 25 personnes. On s'échauffe tout seul. Hein. Je cours, je trottine, machin. Et puis à un moment donné, j'entendais merde, il m'appelait. Je vais pas vous dire que je faisais comme si j'entendais pas. Mais je dis merde, il m'appelle. J'y suis allé, bon, j'étais pas trop fier quand même en rentrant sur le terrain. Ouais, tu devais avoir un peu le trac, quoi. Mais alors, ce qui est marrant, Bernard, je sais pas si tu étais au courant, mais lors de ce match, en réalité, c'est le début de énormément de joueurs. Donc, André, c'est son premier match aussi de sélection. Omar Sanoun, c'est son premier match aussi de sélection. Et Battiston, et aussi Loïc Amis. Loïc Amis, c'est son premier match. Ah, tu vois, on était beaucoup à avoir sélection. Ouais, exactement. Le nombre. Bon, après, eux, ils en ont eu plus que moi. Hein. Ouais, c'est après. Mais en tout cas, vous avez commencé ensemble. Voilà. On a commencé ensemble. Bon, moi, si j'avais fait la Coupe du Monde en Espagne, je l'aurais peut-être un peu plus, mais bon. Ouais. Bah, on va y venir. Et donc, tu arrives sur le terrain. Est-ce que Hidalgo te donne des consignes? Non, honnêtement, je sais plus. Il a dû me dire, écoute, il m'a fait rentrer à la place de Lolo Amis, je suis rentré lié gauche. Hey, Bertie Vox.
C'est pas le dernier venu, ouais. Non, mais bon, mais je me souviens d'avoir été le pressé, de l'avoir contré. Il pouvait pas donner le ballon. Je me souviens de ça. Je me souviens d'avoir été, tu sais, au pressing et de l'avoir empêché de faire des passes et tout, de l'avoir emmerdé, quoi. Voilà. Je me souviens pas. J'ai pas dû faire grand chose, j'en sais rien. Je me souviens plus. Mais par contre, faudrait que je regarde parce que j'ai le DVD. J'ai réussi à récupérer. Le match n'a pas été retransmis. Ouais, le match, alors il n'a pas été transmis, surtout il est filmé horriblement mal. Mais j'ai le On dirait DVD. que c'est un amateur qui a signé dans le stade, tellement il est Ouais, mal qui est filmé. dans les tribunes, ouais, un mec Mais avec du j'ai demandé, caméscope. j'avais demandé à la Fédé, ils m'ont trouvé, ils m'ont filé le DVD. Donc j'ai le DVD. Et que je regarde. Mais j'ai pas dû toucher trop le ballon. J'ai pas la sensation d'avoir été extraordinaire. Est-ce que tu vois la différence de niveau par rapport à ton club? Beaucoup des personnes qui ont touché l'équipe de France, la réponse est souvent l'équipe de France, c'est un autre niveau. Toi, tu l'as vu ou pas ou, au départ, Ouais. Oui. J'ai que 5 sélections. J'ai pas 50 000 sélections. Mais par rapport à ça, franchement, ouais, c'était pas le même niveau que le championnat. Je sais pas vous dire quoi. Alors, je vais pas vous dire que c'est plus physique ou que c'est plus technique. C'est un autre niveau. Je sais pas. C'est autre chose. Alors, esthétique ou psychologique, tu sais, qu'on se fait un film de ce truc-là. Je sais pas, peut-être. Mais la sensation que t'as, c'est que c'est plus dur. Ouais, je pense que ça revient aussi avec ce que disait ton oncle, tu vois, sur t'en fais pas, les mecs sont meilleurs. Ben, là, c'est pareil. Les gars sont vraiment meilleurs. Et comme disait Michel, pas seulement avec toi, mais aussi contre toi. C'est un autre niveau technique. Voilà. Ouais. Ce qu'on a vu aussi, c'est que, alors bon, toi tu le connais, donc c'est peut-être un peu différent, mais c'est que Platini, bon, c'est un gros chambreur évidemment, mais il mettait un peu. Il est presque. Je suis plus chambreur que lui, presque. Ah ouais, d'accord. Super. Presque. Ouais. Lui, il va te dire que c'est lui le roi du Le chambrage. numéro Bon, lui, il va dire que c'est le meilleur en tout, mais j'imagine que. Parce que ce qu'on a eu comme retour assez souvent de Platini, notamment les plus jeunes, c'est que quand il arrive, on leur dit bon voilà, moi je vais te mettre la balle dans les pieds, t'as pas intérêt à merder quand je te fais des ouvertures, etc. Est-ce que toi, il te met une petite pression comme ça sympathique? Ah, moi, j'ai joué avec lui à Nancy, non. Pas Non, du mais tout. là, à ce moment-là, vous êtes pas, enfin, vous connaissez parce que vous êtes Lorrain, quoi, mais vous avez pas Ouais, encore mais joué quand je suis ensemble. arrivé, alors je le connais, mais je le connais pas vraiment. Quand je suis arrivé Ouais. à Nancy, mais non, jamais eu aucun souci avec lui. Au contraire, je trouve qu'on se trouvait bien dans le jeu. Ouais, d'accord. Vous étiez Donc, complémentaires. complémentaire, ou je sais pas si c'est complémentaire, mais moi qui aime bien jouer au ballon, ou qui aimait bien jouer au ballon, bah lui c'était pareil. Donc on se trouvait, tu sais, t'as des mecs, ils donnent la balle et puis ils restent planqués, ils tanqués, ils bougent pas. T'as des joueurs comme ça. Lui, il te la donne, il bouge 1 mètre. Tu peux lui rendre. Enfin, donc, c'est facile à jouer avec lui. Moi, j'étais comme ça. Je la donnais, je bougeais, tu me la donnes, tu fais des 1-2, des machins, j'en sais rien. Donc, quand vous me dites ça, c'est comme tout à l'heure quand on parlait des frappes que j'ai pu mettre ou de je sais pas quoi. C'est normal de jouer comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je vous dise? C'était notre jeu. Donc, c'était normal de jouer comme ça. À la limite, on fait rien d'extraordinaire. Moi, je trouve que c'est normal de jouer au foot comme ça. Je vais vous dire un truc tout con. Moi, j'aimerais bien aujourd'hui jouer avec l'équipe du PSG. Pourquoi? Parce que tu joues au ballon. Je te dis pas que tu cours pas, mais tu joues au ballon. Tu donnes dans les pieds, les mecs ils se déplacent. Le mec, regardez les mecs comment ils font. Le mec quand il donne la balle, tout de suite ils font même si c'est 2 mètres, ils bougent d'1 mètre des fois. Et ça suffit. Ça suffit pour être disponible, pour pas perdre le ballon. Si t'es tanké, que tu bouges pas, et ce qui arrive, mais ça c'est forcément moins le niveau des joueurs est bon, plus tu te retrouves comme ça. Quand tu joues en 3e série de district. Les mecs, ils bougent pas. Et puis tu dis, putain, mais j'ai fait la passe. Bah oui, mais tu bouges pas. Bon, bah, c'est comme ça. Heureusement qu'il y a des différences. C'est ce que je dis toujours à mes enfants qui sont en équipe scolaire, dans l'équipe de leur lycée, et je leur dis ça tout le temps, quoi. Tu passes la balle, ensuite tu bouges, tu crées des solutions. Ça me rend fou quand ils sont statiques. Même 1 mètre. Ouais. Même si tu bouges 1 mètre, ça te permet de trouver des solutions. Donc avec Michel, bon, on se trouvait bien sur le terrain. Moi, j'avais pas de problème avec lui, hein, du tout, aucun. Ok, et donc ta première sélection, vous gagnez 1-0 et tu ne seras plus appelé pendant 5 ans. Oui. Il y a beaucoup de concurrence à ta place et Hidalgo, il a un peu ses hommes de base, oui. Notamment à gauche, il y a Didier Six qui est indétrônable. Ouais. T'as Belonne qui est un peu son pendant. T'as Rouillet, bon, qui peut jouer un peu des droite, deux côtés. Ouais. Amis, il y a Lolo Amis. Lolo Amis. Mais comment est-ce que tu expliques qu'à 19 ans, tu es sélectionné, tu continues à t'améliorer, tu continues à bien performer en club et pourtant pendant 5 ans, c'est un peu... c'est que, écoutez, je sais pas quoi vous dire, c'est que à ce moment-là, Hidalgo, il estimait que les autres étaient meilleurs que moi, que je vous dise d'autres. Mais toi, comment tu le vois toi-même?
Ouais, comment tu le sujet-là? ressens, ça? Est-ce que tu dis, parce qu'on a eu plusieurs, encore une fois, hein, pour être très transparent, Bernard, on a eu plusieurs personnes, évidemment, qui ont exactement la même situation, et on a tout type de sentiments. Il y en a qui sont amers, il y en a qui ont des regrets, il y en a qui considèrent que c'est normal. Toi, comment tu le vois? Je sais qu'à un jour à Nancy, quand l'année où je suis arrivé, donc il y avait encore Michel, il a pris Michel et Olivier Rouillet, et je sais plus qui lui a dit, Bernard, tu le prends pas? Ouais, mais je peux pas en prendre trop de la même équipe. Il aurait dit ça, sauf qu'il avait pris Amis, Baroncelli, Et Rio et Pico et machin, et je sais plus s'il y avait Bossis. et Bossis. Ouais. Donc, bon, voilà. Mais après, bon, il faut bien qu'ils disent un truc. Non, bah, c'est qu'à ce moment-là, ils pensaient que je méritais pas d'y aller. Par contre, des fois, putain, à Nancy, j'ai fait 5 ans à Nancy, donc j'ai eu 2 grosses blessures à Nancy. J'ai eu les croisés avant la Coupe du Monde de 82, et en 79, je me suis pété la cheville, je suis resté 6 mois arrêté, j'avais le pied à l'envers, comme ça. Mais j'ai marqué 15 buts, 16 buts et 14 buts. Les 3 années, sinon. Bah, ils me prenaient pas. Bon, il me prenait pas. Et au bout de 5 ans, il me prenait avec les espoirs. J'étais plus espoir. Il avait droit à 2 plus vieux. Il me prend avec les espoirs. Enfin, ils me prennent avec les... C'est pas Hidalgo, mais ils me prennent avec les espoirs. Et je fais un bon match. Mais je dis, à l'époque, c'était Jackie Braun, le sélectionneur. Je lui dis, Monsieur Braun, arrêtez de me prendre avec les espoirs. J'ai 25 ans, c'est plus pour moi maintenant. Prenez des gamins. Ouais, ça devait être bizarre parce qu'effectivement, là, t'étais T'avais droit à 2 plus âgés. Ouais, c'était un vrai décalage avec des mecs qui avaient 18 ans, quoi. Non, mec, non, ils avaient tous 20, 21. Mais bon, 4, 5 ans de plus. Enfin bon. Tu vas pas nous ressortir la douche, Guillaume, quand même. Voilà. Non, mais c'est quand même pas. Donc, je lui dis, Monsieur Braun, arrêtez de me prendre. En espoir, c'est bon, j'ai 30 sélections, là, j'ai donné. Il me dit, OK. Et 15 jours après, il y a un match de l'équipe de... Mais j'avais fait un bon match, je sais plus contre qui. Et 15 jours après, il y a un match de l'équipe de France et je suis pas sélectionné. Et il y a un forfait, je sais plus qui, et il m'appelle. Il y a eu un forfait. Rocheteau, bravo. Je sais pas si c'est Rocheteau ou je sais plus. Il y a un forfait. C'est un match contre l'Irlande et il m'appelle. Donc je suis arrivé un jour après au stage d'avant-match. Les joueurs étaient arrivés le dimanche. Moi je suis arrivé le lundi parce qu'ils m'ont appelé le dimanche soir. Je suis arrivé le lundi matin contre l'Irlande et je joue contre l'Irlande et on gagne 4-0 et je marque le premier but moi. Tu marques le premier but et tu donnes un peu le deuxième aussi. Et je marque le deuxième. Mais le gardien n'arrête pas et Couriol il marque et puis je fais un bon match. Et le coup d'après il me reprend. Il me reprend contre le Pérou en me disant je te fais pas jouer, je fais jouer Bruno Bellone parce que le coup d'avant, Bruno il a joué avant-centre, c'est pas sa place, je veux le voir à gauche. Il me dit ça. Il me dit donc, et je suis rentré en deuxième mi-temps. Ouais, bon. Tu joues 30 minutes, ouais. Voilà. Dernier match de championnat, on joue Lyon à Nancy, et le début de semaine, donc le match c'est fin de semaine, et c'est fini à la Coupe du Monde après. 10 jours après, il y a stage à Font-Romeu. En début de semaine, Hidalgo appelle Monsieur Huard à Nancy, l'entraîneur, et il lui dit Georges, tu dis à Bernard, je le prends en Espagne. Ah ouais, donc c'était confirmé. Ouais. Il dit à mon entraîneur, tu lui dis, je le prends en Espagne. Monsieur Huard m'appelle tout de suite, Bernard, ouais, j'ai une bonne nouvelle, tu vas à la Coupe du Monde. Hidalgo vient de m'appeler, tu pars à la Coupe du Monde. Putain, j'étais fou, j'étais content, heureux. Hein. Donc ça c'est le lundi, on s'entraîne, on joue le samedi contre Lyon. Chiesa me rentre dedans, sans faire exprès, il me pète le genou. Et 10 jours après, c'était le stage, donc au revoir. Mais alors attends, ce que tu oublies de dire, c'est que tu marques 2 buts en 12 minutes. Oui, et... Donc t'es en pleine bourre. Et Chiesa, il me voit pas, on regarde le ballon en l'air, il me rentre dedans. Chiesa, il a jamais fait une faute de sa vie, Chiesa. Ouais, c'est pas un joueur méchant. Ouais. Non, il a jamais fait une faute de sa vie, Serge Chiesa, qui était un super grand joueur en plus. Et il me pète le genou, donc je suis pas allé là. C'est-à-dire, il te pète le genou, comment ça se passe? Il me pète les croisés. Et ben, il m'emplâtre sur le côté, et mon genou plie à l'intérieur, bing, et il me pète les croisés. Mais c'est pas ce qu'a eu ton père aussi? C'est ce qu'a eu mon père. Putain. Ah. Et comment tu le... comment je le prends? Je suis allé voir 2 spécialistes. Je suis allé voir 2 spécialistes. En un quart de seconde, quand ils voient mon genou qu'ils le touchent comme ça, ils me disent, Monsieur Zénier, si vous ne vous faites pas opérer, vous ne jouez plus au football. Voilà. Wow. Bah, alors tu peux dire, ouais, mais attends, mon père, lui, il a joué au football, il n'y a pas de problème. Ouais, ben, j'ai pas dit ça. Ils m'ont dit, si vous vous faites pas opérer, vous jouez plus au football. Donc la Coupe du Monde, au revoir. Hein. Là, honnêtement, et tu n'es pas obligé de répondre, tu pleures ou tu casses un truc? Non, j'étais vert, mais je vais vous dire un truc. J'ai Michel Etor, et pareil, qui est du bled à Baptiston. On se connaît depuis qu'on a 13 ans. On est potes, comme copains, comme cochons. On a tout fait ensemble. Hein. Un gars sûr, ok. Michel est joué à Metz, bon, moi Nancy. Il m'appelle, au téléphone, il chialait. Ah ouais, c'est lui qui l'a pris pour toi? Il pleurait. Il me dit, mais Bernard, putain, mais qu'est-ce que tu as fait? Et je lui dis, et je me rappelle, je lui dis, mais grand, tu sais quoi? Je vais me faire opérer et dans 6 mois, je rejoue.
Et il me dit, mais putain, comment tu fais? Je dis, comment je fais quoi? Je te dis que dans 6 mois, je rejoue, je me fais opérer, dans 6 mois, je rejoue. Tu verras. Et puis, je suis parti comme ça, en me disant, je vais me faire opérer, et dans 6 mois, je rejoue. Et j'ai rejoué. Au bout de 4 mois, je me suis entraîné. Wow. À 5 mois, j'ai rejoué en réserve, et à 6 mois, j'ai rejoué avec la première. J'étais nul, j'avançais pas. Ouais, bon, normal. Non, mais j'avançais Comme pas. moi, tous les jours, quoi. Mais ouais. On faisait des sprints, ces mecs, sur 15 mètres, ils me mettaient 3 mètres. Je dis, Ouais. putain, c'est possible, j'avance pas. La Et puis caravane. ça revient tout doucement après, la vivacité, le machin. Mais j'ai refait ça, et j'ai rejoué, au bout de 6 mois, j'ai rejoué en première à Nancy. Est-ce que cette blessure, ça a quand même eu un impact sur toi? Sur quoi? Après 7 mois, 1 an, 2 ans, est-ce que tu as moins bien joué à cause de ça ou... Non, pas du tout. Pas du tout, ok. T'as réussi à Le te seul remettre truc, complètement. le Parce que seul c'est rare impact- quand même, les joueurs qui arrivent à se remettre exactement au même niveau après une blessure pareille. Après, j'ai été meilleur buteur du championnat, monsieur. Ouais. Après, j'ai été champion Non, champion mais de est-ce que Bordeaux. tu as modifié ton jeu, par exemple? Tu vois, je pense que c'est un peu ce que demande Guillaume. Exactement. Non, j'ai joué pareil que j'ai toujours joué pareil, moi. Je sais pas jouer autrement. Pour revenir, alors, premièrement, c'est extraordinaire que tu aies réussi à occulter complètement la déception. Mais ces 6 mois, est-ce que tu arrives à complètement évacuer les pensées négatives, ou est-ce que quand même, quand tu vois que tu as Font-Romeu qui arrive, que tu vois l'équipe, que tu vois les matchs, que tu vois ce parcours... J'ai pas regardé un reportage à la télé où ils sont passés. Et tu as regardé les matchs ou même pas? Après, j'ai regardé les matchs. Mais Ouais. tu sais, ils sont passés dans plein d'émissions avant de partir. Bien sûr. Bien sûr. Bon, je changeais de chaîne. Ouais, compréhensible, ouais. Ça, je me rappelle, je changeais de chaîne. Mais après, je vous dis un truc. Voilà. Bon, c'est comme ça. C'est la vie. Ça s'est passé comme ça. Ça devait être comme ça. À un moment donné, si tu rates le train, quand il est passé, il est passé. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est ce que tout le monde nous dit. Parce qu'à un moment donné, le sélectionneur, il a un groupe, et ce qui est Bien concevable, hein, et il prend le groupe. Mais je trouve ça normal, moi. Hein. J'ai rien contre. J'en veux pas à Michel Hidalgo depuis m'avoir repris après. Hein. Mais peut-être que si j'avais été à la Coupe du Monde, quand t'es dans le groupe, quand il y a des sélections, t'es dans le groupe. Ouais, et puis surtout, quand tu as un groupe qui va jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde. Non, mais, et puis qui fonctionne. Non, mais il n'y a pas de Ouais. souci. Hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc, moi, je pense que j'ai raté le train. Et quand tu as raté le train, bah... Ouais, bien sûr. Après, j'ai eu de nouveau 2 sélections. Une parce que je sais pas quelle raison. Et la dernière, c'était un peu pas un gag, mais... Ouais, c'est un traquenard un peu. Hein. Ouais, mais même, comme ça s'est passé, vous allez vous marrer. C'est rigolo d'ailleurs. Je suis à Metz. C'est la saison où je suis meilleur buteur. Enfin, la saison d'après. Il y a championnat, il y a match d'équipe de France. Marcel Husson, qui est entraîneur de Metz, nous dit, il y a l'équipe de France, on joue pas, je vous laisse 3 jours de repos. Moi, je prévois de partir avec ma femme et mes enfants chez Paco Rubio, avec qui j'ai joué à Nancy, et qui est à ce moment-là à Tours, en 2e division à Tours. Je vais passer le week-end à Tours. Oui, et tu as une trentaine d'années à ce moment-là, tu as 30 ans. J'ai 30 ans, j'ai 30 ans. C'est fin 87, j'ai 30 ans et 3 mois, je sais pas. Enfin bon. Donc, je dois partir 3 jours chez mon pote Paco Rubio. Très, très bon joueur de Nancy, très, très bon. Qui, je sais pas comment il a pas eu de sélection en équipe de France. J'allais dire, il aurait mérité d'être international. Lui, C'est assez à étrange l'époque, aussi. International A, il aurait dû être tranquillement. C'est un très, très, très grand joueur. Donc, ce jour-là, on fait nos valises. Il n'y a pas les portables, hein, c'est 87. Mes enfants sont dans la voiture, dans le garage. Je les ai installés avec les ceintures et tout. J'ai mis les valises dans le coffre et j'entends le téléphone sonner à l'étage. Et je dis à ma femme, oh là, j'y vais pas. Ouais, j'y vais pas. Ah, j'y vais. Et j'y vais. Et je remonte du garage dans la maison et je décroche. Allô, Bernard, salut, c'est Henri Michel. Et moi, j'ai un temps d'arrêt comme ça. Qui? C'est Henri. Il me dit, écoute, Bernard, je t'appelle. Alors, le jour-là, il est malade. Il me dit, je suis malade, à crever, j'ai la grippe. Je suis couché chez moi, il était à Aix-en-Provence. Il me dit, je suis malade, j'ai une grippe carabinée, je suis au lit. Il me dit, écoute, j'ai des forfaits. Il faut que tu me viennes jouer contre l'Allemagne de l'Est parce que je suis dans la merde. Il me dit comme ça. Le service, c'est marrant parce que ça semble plus un service de pote, à savoir, écoute, j'ai un déménagement dans le Jura, est-ce que tu peux m'aider? Mais il me le présente comme ça. Et moi, je parle plus. Et moi, je parle plus au téléphone. Et il me dit, écoute, réfléchis, rappelle-moi dans 5 minutes, réfléchis, mais il faut que tu viennes. Alors, raconte-nous ton cheminement intellectuel à ce moment-là. Pendant que tu as tes gamins dans le garage, quoi. Je raccroche, je redescends dans le garage et je dis à ma femme, mais écoute, c'est Henri Michel, il veut. et je lui dis en rigolant, je lui dis, c'est Henri Michel, il veut que j'aille en équipe de France pour jouer contre l'Allemagne de l'Est parce qu'il a des forfaits et qu'il est dans le caca. Et elle me regarde et puis je dis, je fais quoi? J'y vais pas. Et puis je fais, oh, je vais y aller, ça m'en fera 5. Ouais. Alors,
Non, mais je dis ça en plaisantant. Mais honnêtement, comment je peux vous dire? Allez, là, je dis ça en rigolant, mais ça se refuse pas. Non, Voilà. bien sûr. Mais ce qui est marrant, c'est que tu remplaces en fait Philippe Zanziani, qui devait y aller mais qui était blessé. Et Philippe, on l'a eu il y a 2 semaines sur le podcast des légendes. Et il a dit ça? Non, il nous a parlé, mais il n'a pas dit que c'était toi. Il avait dit juste qu'il pouvait pas y aller parce qu'il était blessé. Mais il nous a pas dit que c'était. Il nous a pas raconté l'anecdote. Donc c'est bien, on fait une jonction avec Eh ben Philippe. voilà. Donc moi, je vous le raconte comme ça pour plaisanter, mais ça se refuse pas. Voilà. Ouais, moi, voilà. J'y serais allé. Mais alors, j'avoue que là, c'est un peu, on est un peu dans tous les sens au niveau chronologique, mais pendant cette saison où tu termines comme un meilleur buteur, tu dois quand même t'interroger de savoir pourquoi Oui, est-ce que mais quand on te prend pas, on te prend pas. À un moment donné, tu te fais une raison. Moi, je suis pas du style à dire ouais dans les journaux, putain, c'est un scandale. J'ai marqué le plus de buts, je suis pas en équipe de France. Je suis pas comme ça, c'est pas mon caractère. Mais alors, Voilà. est-ce que maintenant, avec le bénéfice des années, est-ce que tu te dis que peut-être que tu aurais dû être un peu plus bruyant? Non, pas du tout. Non, parce que c'est pas mon truc. Le seul truc que je regrette, c'est de me mettre blessé avant la Coupe du Monde. Ouais, mais ça, tu peux. Non, mais T'es hors de c'est ton pour ça que contrôle. je te dis Oui, ça. non, mais ça aurait pu d'autres. C'est pour ça que je te dis ça. Parce que tu sais que Moi, tu non. manques un train. Okay. C'est mon caractère, je suis comme ça, mais encore aujourd'hui, je pense ça. Simplement, je regrette le fait de ne pas avoir pu aller à la Coupe du Monde et avoir fait partie de ce groupe-là, parce qu'après, je vais te dire une connerie, t'as 50 sélections, parce que c'est comme ça. Peut-être pas 50 sélections, mais t'as des sélections parce que le groupe est fait et c'est normal qu'un coach prenne ce groupe-là, qui a eu des résultats en plus. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça que je regrette. C'est de pas avoir, quand je vous ai dit j'ai raté le train, je regrette d'avoir raté le train. Ouais, mais c'est ce que disait Philippe Anziani, qu'on a eu récemment, qui a aussi pas un énorme nombre de sélections, et il se dit ça avec énormément de respect, hein, parce que pour moi, une sélection déjà, c'est exceptionnel. C'est vraiment un accomplissement énorme. Mais comme il le disait, dans une carrière, il y a 1 ou 2 moments, en tout cas au niveau international, qui vont impacter le reste de ta carrière. Et tu as peut-être 20 minutes, 25 minutes pour te montrer. Et si tu passes ou si tu as une prestation neutre, tu peux laisser passer le train. Ou si tu as le malheur d'avoir quelque chose. Voilà, tu as une blessure, je te dis. Moi, tu te rends compte que c'est le dernier match de la saison et que 10 jours après, tu es en stage à Font-Romeu. Et je me pète le genou. Ouais. Voilà. Mais c'est arrivé à d'autres. Je crois que c'est arrivé à Pires de se blesser comme ça. Ouais, en 2002. Ouais. Et puis de pas faire je sais plus quelle compétition c'est 2002 la Coupe du Monde et honnêtement je pense qu'avec Pires en bonne santé la France va très loin lors de cette Coupe du Monde. Donc voilà, donc après ta carrière internationale elle peut être changée par rapport à ça. Tu fais une Coupe du Monde, bah t'as fait la Coupe du Monde et après quand il recouche les noms sur sa feuille, quand il fait sa sélection, bah il pense à toi parce que tu étais. Voilà, mais c'est tout, c'est comme ça. C'est le regret que j'ai. J'en veux à personne moi, hein, j'ai pas de tu vois. Et voilà, c'est tout. Mais j'ai pas de truc de me dire ouais, j'aurais dû parler dans les journaux. Non, c'est comme ça. Pas forcément parler dans les journaux, mais peut-être être un peu plus affirmatif sur tes capacités, peut-être moins poli entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moins respectueux. Mais messieurs, je vous ai... Quand on a parlé tout au début, je vous ai dit qu'on est d'une génération de respect. Où on est respectueux de voilà, c'est comme ça. Parce que tu vois, on a eu Bruno Germain sur le programme qui a joué. Bruno, il a avec moi à Nancy. Ouais, et qui a joué aussi avec toi à ce match-là de la RDA. Ouais, il y a une seule sélection, Bruno Germain. Bruno a joué le match-là, c'est vrai. Ouais, et il nous dit que lui, il regrette d'avoir été un peu trop respectueux justement des acquis, des choses comme ça, et qu'il aurait pu faire, vu sa carrière, il aurait pu... Tu vois, pareil, lui, il joue dans les plus gros clubs. Il est titulaire quasiment tous les matchs de Marseille, de la grosse équipe de Marseille. Ensuite, il va au PSG, il devient capitaine. Et quand tu regardes son bilan international, il a une seule sélection. Il a une sélection, c'est celle-là. C'est la tienne. Donc au moins, vous êtes pote de sélection. Bah, on avait joué à Nancy ensemble et... Bruno, c'est un bon mec en plus. C'est un très très bon mec. Et en plus ce match, alors on peut en parler de ce match. Enfin, c'est un match horrible, je crois qu'on peut le dire. C'est un match horrible qu'on aurait pu gagner. Puis mais bon, on n'a pas été très bon, mais on aurait pu le gagner parce que on a eu c'était pas trop d'occasions, c'était on va dire des opportunités. Mais par contre, à la dernière minute, on s'est fait contrer comme des voilà. Oh là là. Moi, je le dis souvent, mais ce dernier but, ça me rappelle celui de Kostadinov. Contre la Bulgarie en 93. Contre la Bulgarie, ouais, c'est un peu ça, ouais. Pourtant, c'est une belle équipe, sur le papier, t'as Bats, t'as Bruno Germain, il y a Amoros, Leroux, Castendos, la première Casten. Ouais. À droite, c'était Amoros. Attends, à gauche, c'est qui? Castendos, Germain, Boli, Leroux, Amoros. Et t'as Bijota à toi, Farjon. Bijota, ouais. Et devant, il y a Cantona. Et Bellone. Cantona qui fait un match horrible. Cantona, Bellone, ouais.
Cantona, il fait un match horrible. Franchement, sur il le rate, papier, il rate des sur le trucs papier. immanquables. Sur Ouais, le sur papier, le match, c'est très bien, mais malheureusement. Ouais, mais on n'a pas été bon. C'est vrai que ça, on n'a pas fait. C'est vrai qu'on n'a pas été bon. Ça, je suis d'accord. Ben alors moi j'ai revu le match plusieurs fois récemment parce qu'on a eu beaucoup d'invités qui ont joué ce match. Récemment on a eu Dominique Bijota, on a eu Bruno Germain, on a eu Sylvain. Dutch, on a eu... Il va bien, Bijuta? Comment il va, Bijuta? Très bien, très bien. Ouais. Écoute, on peut te transmettre ses coordonnées si tu veux. C'est un Non, mais mec vraiment sauté sur le super téléphone. sympa. Ouais. Et lui hyper pareil, sympa. lui aussi il a pas eu la carrière internationale qu'il méritait. C'est le même constat. Hein. Vous savez, quand on dit ça, c'est peut-être de notre faute, hein, j'en sais rien. Hein, on n'a peut-être pas été assez culotté, j'en sais rien. Ben, c'est ce que je disais quand je disais culotté. Quand je disais peut-être voilà plutôt que bruyant, c'est ça, c'est culotté. Et on a aussi une thèse, c'est avec Michel, c'est que cette génération 86-89 a été un peu sacrifiée, notamment par la fédération qui était en train de faire des petits atermoiements, Henri Michel Platini. Et quand tu regardes les mecs, c'est que des gars incroyables, honnêtement, à un super niveau, mais ils n'ont jamais été mis dans les bonnes conditions pour percer et pour exploser à ce moment-là. Moi, Peut-être. Non, parce que je disais, je me demande même si c'est pas. Alors, je sais plus qui l'a dit récemment, mais à la fin de la Coupe du Monde 86, t'as plein de joueurs qui jouent plus, qui prennent leur retraite vraiment brutalement. Il n'y a pas du tout de transition. Alors que les joueurs étaient habitués à jouer entre eux. Oui. Ils étaient vraiment habitués à. Et c'était Platini. Alors, Hidalgo ou Michel donnaient un peu un schéma général. Oui. Mais les joueurs ensuite sur le terrain, c'était eux qui s'organisaient. Il y avait une grande économie qui était laissée aux joueurs. Tigana, Giresse, machin, voilà, exactement. Et là, t'as Giresse qui part, t'as Tigana qui part, t'as Battiston qui part, t'as Platini, bon, qui reste encore 6 mois, mais qui part ensuite. Et après, c'est comme si tu disais à un ouvrier mécanicien, tu lui dis, voilà, écoute, voilà la machine, démerde-toi, sans lui donner le mode d'emploi. Oui, c'est vrai que alors effectivement, il est habilité à opérer la machine. Donc, tu as remplacé des pièces par d'autres, mais sans leur donner les instructions. Et cette génération, quand on voit, parce qu'il y a des super joueurs, il y a toi, tu as Gérald Passy, tu as Farjon, tu as Poulain, Castelneuf, tout ça, c'est des très très bons joueurs, mais on les a vraiment laissés en pâture. Tu as Philippe Vercuis, par exemple. Ouais, Philippe Ferreri, aussi, ouais. Ferreri, Philippe, ouais. Ferreri, il a été un petit peu plus quand même. Ouais. Ferreri, il a plus, effectivement plus de sélection, mais pareil, toute cette génération n'a pas été mise dans les meilleures conditions, hélas. Et donc, ce match, toi, te souvenir de ce match, c'est quoi? Vous en voulez un peu Alors, moi, quand je revois le match et que je vois le match de Cantona, par exemple. Non, moi, le souvenir du match, c'est le but qu'on a pris à la fin. Parce que sur le terrain, alors, on n'a pas été bon, mais sur le terrain, on a l'impression, moi, que j'ai, alors peut-être que je me trompe, hein, tu sais, c'est peut-être faux, mais l'impression que j'ai, c'est quand même d'avoir eu quelques possibilités de marquer, pas des gros trucs, et eux rien. Et puis il te contre à la dernière minute, le mec il se barre, il dribble tout le monde. Ouais, non mais c'est ça. Moi je te dis, j'ai des flashs de Kostadinov. Il part du milieu de terrain, il part tout seul, personne le bouscule. Je sais qu'Astenoch a été critiqué parce qu'il aurait pu faire faute au départ de l'action, mais il décide de pas le faire. Mais je vais vous dire quand tu dis ça. Moi dans ce match-là, à un moment donné, ça je m'en souviens, j'ai le ballon dans le milieu, dans le milieu de terrain, mais dans leur camp, donc après le rond central, je reçois le ballon, le mec m'attaque, je lui fais une feinte, je fais un petit pont. Il m'a emplâtré. Ouais. Logique, à l'allemande. Il se posait pas de questions, il m'a pas laissé passer. Hein. Nous, on était peut-être un peu, trop gentil, tu vois, ou trop gentil. Le mec, je te dis pas. Ouais, non, il y a des grosses fautes. Hein. Quand tu revois le match, il y a des grosses fautes des Allemands, effectivement. Mais moi, j'ai ce souvenir-là, je fais petit pont au mec. Le ballon, il m'a tapé dedans, mais comme si c'est aujourd'hui, je te dis pas que c'est rouge aujourd'hui, mais si c'est aujourd'hui, il prend le jaune tranquille. Là, il y a eu faute, ouais, il y a eu l'arbitre a sifflé, coup franc. Non, mais il y a une autre séquence qui est assez incroyable aussi, c'est que t'as Amoros qui déborde sur l'aile droite et t'as l'Allemand qui lui essuie les crampons sur le torse d'Amoros et l'arbitre, siffle faute, mais rien de plus, quoi. Voilà. Bon, après, alors, maintenant, les gars, le foot d'il y a 30 ans, 35 ans, c'était comme ça. Les arbitres sifflaient moins. Aujourd'hui, ça siffle plus. Moi, mon père, quand il me racontait, il me racontait pas grand-chose, mais quand il me racontait ce qui se passait quand il allait jouer à Nîmes, il me disait, Bernard, c'était pas possible. On se faisait couper la tête. Et les arbitres... Ouais, le Nîmes de Firoud, c'était quelque chose, ouais. Moi, je l'ai connu, le Nîmes de Firoud encore, hein. Mais mon père, c'était 20 ans avant. Et il me disait que c'était injouable. Les mecs pouvaient pas. À Bastia, moi, j'ai le frère de mon père qui a joué à Bastia, il rigolait. Il m'a dit, Bernard, moi, je suis arrivé à Bastia, j'ai joué à Bastia. Je l'ai regardé d'ailleurs, je disais, c'est pas possible qu'ils fassent ça. Ils ont gagné 19 matchs à Bastia, ils sont montés en D1. Ils tuaient tout le monde, les arbitres sifflaient rien. Aujourd'hui, heureusement, c'est plus le cas. Heureusement que le foot a évolué par rapport à ce souci-là, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, c'est triste parce qu'effectivement, l'équipe de France, dans cette période où tu aurais pu revenir, elle est pas qualifiée, elle est pas qualifiée en championnat d'Europe, quoi. C'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise?
dis, c'est que ça devait être comme ça. Après, voilà. Moi, je suis pas d'un naturel, à me plaindre et à pleurer sur mon sort. Donc, je me dis, bon, j'ai eu 5 sélections. J'ai joué en équipe de France à 19 ans. J'ai eu 5 sélections en 10 ans. 19, 29 ans. 19 à 29. Bon, j'ai joué 10 ans en équipe de France. J'en ai eu 5. C'est statistiquement correct. Ouais, et puis, C'est pas faux, hein. pour nos auditeurs aussi, il faut remettre dans le contexte où, encore une fois, il n'y a pas tant de max que ça de l'équipe de France. Hein. On n'est pas comme maintenant où on en fait 15 Alors, par an. ça aussi, aujourd'hui, ceux qui ont 50 sélections, je pense qu'ils arrivent plus facilement à 50 sélections parce qu'il y a plus de matchs. Oui, et qu'il y a 22 acteurs et qu'il y a 5 remplaçants. Et voilà. Donc, Ouais, même plus que ça, hein, je crois que maintenant. Ouais. Non, mais tu vois, par exemple, on en parle souvent, et j'ai rien contre lui. Hein, je sais que les auditeurs vont nouveau râler, mais Lucas Digne, par exemple, j'ai rien contre lui, mais il a il a plus de 50 sélections, ce qui, genre, autant que Didier Six, ce qui paraît quand même hallucinant. Bah oui. Autant que Platini. Hein. Platini, il a combien? Il a un Je crois 60. qu'il en a 72, non? Ouais, bah t'imagines, presque autant que Michel Platini. Ouais. Voilà. Mais bon, après, moi pareil, j'ai rien contre Lucas Digne. Hein. Non, on a bien compris, tu l'aimes pas, je sais pas pourquoi. Hein, parce qu'il nous a rien fait. Non. Non, les joueurs que j'aimais pas, c'était peut-être ceux qui étaient de mon époque, mais non. C'était qui, par exemple? Tu avais des joueurs que tu n'aimais pas? Non, c'est pas que j'aimais pas, c'est qu'il y a des joueurs. Tu sais qu'on avait des joueurs qui étaient rudes. Domenech. Mais Domenech, j'ai joué avec, mais moi, je l'adore, Raymond, moi. Bah, écoute, Raymond, je lui ai parlé il y a pas longtemps. Il est pas convaincu. Hein. J'essaie de le faire venir sur le podcast. Moi, j'ai joué une saison avec lui à Bordeaux et je l'adore, Raymond. J'aime bien. Mais ceux qui le connaissent disent que c'est pas la même personne, en fait. C'est un gros provocateur. Ouais, Voilà. c'est ça, exactement. C'est qu'il joue un personnage. C'est un personnage de théâtre. Il provoque constamment. Il provoque. Sur le terrain, il provoquait. Une fois, il m'a fait rire. Alors, je sais plus contre qui. On est rentré sur le terrain à Bordeaux. Il a regardé de travers son attaquant. Il l'a approché comme ça. Il m'a dit regarde. Avant le match, il m'a dit regarde. Quand on rentre sur le terrain, il s'est approché de son attaquant. Je sais plus qui c'était. Il s'est mis tout près de lui comme ça, puis avec ses grosses bacchantes là. Ouais. Et le joueur en face a eu peur. Il a pas touché le ballon du match. Raymond a pas fait une faute, l'autre ne jouait pas, mais je sais plus qui était le joueur. Et à la fin du match, il m'a dit, t'as vu? Regarde, j'ai le short blanc, j'ai même pas eu besoin de tacler. Ouais, bah c'était beaucoup d'intimidation à l'époque. Hein, voilà. Alors moi, j'ai fait mon premier match contre lui. Bah, ça t'a pas trop mal réussi. Non, j'ai un bon souvenir. J'ai pas souvenir qu'il m'ait mis un coup. Mais il est venu te parler avant le match? Pas du tout. Non, même pas. Non. Et c'est sûr que c'était pas avec toi l'histoire du short blanc. Non, c'était pas. Non, ouais, c'était un ami. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais un peu bizarre quand même. Donc. Alors, écoute, je me souviens plus quel joueur. Je crois que il me semble que c'est à Corentin Martins, mais je suis pas certain. Il dit au joueur, donc Domenech et son frère, je crois que les deux rappliquent en disant, écoute, je vois que tu commences un peu à jouer, c'est super, je suis content pour toi, mais si tu veux pas que je te pète la jambe, t'as pas intérêt à jouer dans mon couloir. Ouais. Ben moi j'ai eu ça avec un joueur de Bastia. D'accord, lequel? Roland Ducci? Non, je ne le dirai pas. D'accord. Pourquoi? Il m'a dit ça avant le match à Metz et je lui ai mis un gros coup. C'est pour ça que tu veux pas le dire. D'accord. Bon, mais c'est une bonne guerre, c'est normal. C'est une bonne guerre. Ouais. Et tu veux pas nous dire qui c'était? Non. Ok. Pas de problème. Même si c'était, je pense, qu'il y a 40 ans, voire plus. D'accord. Écoute, on respecte l'omerta, il n'y a pas de problème. Donc, c'est exactement ça. Ouais. Donc, on s'est revus et on a rigolé après. On en a rigolé. C'était des joutes verbales, c'est des joutes physiques, mais à la fin, tout le monde s'entendait plutôt bien. Alors, je peux vous en raconter une, c'est dans le même esprit, c'était avec Luigi Alfano. Ouais, le Toulonnais. Un beau client aussi. Ouais. À Toulon. On jouait un match à Metz et je lui mets un coup à Metz. Et puis 6 mois après, on va à Toulon. Et quand j'arrive à Toulon, je rentre sur le terrain et il s'approche de moi, il me dit, toi, touche pas le ballon. Et il me suit toute la mi-temps. Ça, c'était du Courbis, ça. C'était du Roland Courbis, il faisait ça. Et donc Alfano, qui jouait stopper, me suit, moi qui étais milieu, il me suit toute la mi-temps. Mais il me colle toute la mi-temps. Et il me disait régulièrement, touche pas la balle. Je fais 45 minutes, je dois toucher, je sais pas, une fois, 2 fois le ballon. Comme il était toujours près de moi, mes potes ne le filaient pas. La mi-temps se termine. Je rentre au vestiaire. Je m'assois dans le vestiaire. Marcel Husson arrive. Il me regarde. Il me dit, bon, toi, tu sors, tu sers à rien. Ah ouais. Génial.
Bah, au contraire, t'as tiré un défenseur, quoi. Donc c'est tout. Le match se joue et Alfano, il reprend son poste. Je sais plus quel résultat on fait. Je sais pas. On perdait souvent à Toulon quand même. Et je le revois, Alfano, 10 ans après, 15 ans après, sur un tournoi de tennis-ballon. Ah ouais. On mangeait à midi ensemble, les anciens, et puis on faisait le tournoi de tennis-ballon après. On s'assoit à table, et il y a un gars qui s'assoit en face de moi, et c'est lui. Et il me regarde, et il me dit « Putain, tu m'as émis une bonne semaine, hein ?» Il a de la mémoire, le mec. Et après, on a rigolé, parce que, bon, ça c'est pour la petite histoire, sa belle famille est de Lorraine. Donc après, il m'a parlé de la Lorraine en me disant « Mais comment vous faites là-bas ? Il neige, il pleut. » Il se foutait de nous, quoi. Parce qu'il faisait mauvais et que eux, ils avaient toujours le soleil. Il me disait « Comment vous faites en Lorraine ?» Mais bon, mais c'est un bon mec, hein. Voilà. Non, mais Luigi Alfano, honnêtement, même physiquement, il fait peur. Il avait une tête toute cassée. C'est un bon mec, je vous dis, c'est un bon mec. Ouais. Donc après, on en a rigolé. Sur le terrain, on s'est frictionné, mais on en a rigolé après. Très belle anecdote, très très belle anecdote. C'est la fin de ce premier épisode avec Bernard Zégnier. On se retrouve la semaine prochaine pour un deuxième volet. On parlera de Nancy, de Marseille, avec des anecdotes hallucinantes et évidemment son retour à Metz. À la semaine prochaine. Le podcast des légendes est une production du podcast du sport LLC, produit par Michel Wertenschlag et animé par Michel Wertenschlag et Guillaume Bonamy. La musique du générique, c'est les Tartan Rascals avec Looking at You. Si ce podcast vous plaît, ce qu'on espère très sincèrement, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. C'est le moyen le plus efficace pour continuer à aider le podcast des légendes à grandir et pour que nous puissions continuer à vous proposer du contenu de très grande qualité. N'hésitez pas aussi à laisser une évaluation 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou même sur notre site web. La plus belle d'entre elles sera lue à l'antenne par l'un d'entre nous dans un prochain épisode. Alors si vous voulez entendre votre message diffusé sur le podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube et bien entendu sur notre site web www.lepodcastdeslégendes.com où vous pouvez retrouver tous nos épisodes, une centaine, ainsi que des articles dont ceux de Johan Sonek. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre newsletter qui vous donnera en avant-première le nom de nos futurs invités, ou vous pouvez aussi aller sur notre Substack, on vient de le lancer, l'adresse est substack.lepodcastdeslégendes.com ou aller sur notre site web où vous aurez un lien direct pour y aller. Si vous voulez des scoops, des articles un peu fouillés, eh bien inscrivez-vous sur la newsletter ou sur le Substack ou allez directement sur notre site web, vous verrez, c'est très facile de s'inscrire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes, on se retrouve la semaine prochaine.